Déjà, de la France aux États-Unis, c'est quoi les différences, avantages, inconvénients des uns et des autres? Inconvénient, je pense aux États-Unis, je pense c'est le côté insécurité, tu vois. Par exemple, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, genre littéralement, on m'a peut-être dit au moins 10 fois de 10 personnes différentes, ne te bats pas ici, tu vois. Tu peux te faire tirer dessus si tu te bats avec la mauvaise personne. Je trouve ça ouf qu'un État laisse l'accès aux armes. Enfin, moi, si j'étais un État, je pense pas que je laisserais des armes aux habitants, parce que je me dirais que si un jour ils veulent se révolter... T'es un dictateur, ça, en fait. Un match universitaire, c'est pas rare de payer 100 balles la place, tu vois. Même s'ils sont gros, ils sont hypés par le sport. Lors de mon premier combat, en fait, j'ai rencontré mon coach avant le combat. Donc c'est même pas il m'a hypé, il m'a dit je te connais pas, je sais pas comment tu boxes, mais ça va le faire, t'inquiète. Moi, les études, je voyais vraiment ça comme un filet de sécurité. C'est bien, j'ai mon master, je vais pouvoir faire plus de l'OV que les gens qui ont pas forcément d'études. Dédier 5 ans de sa vie à faire des études pour que ce soit juste une sécurité, je trouve que c'est une perte de temps totale. J'ai quand même l'impression que sur les derniers mois, le niveau de service, il a un peu baissé à Dubaï. On a une mini théorie, tu vois. En gros, j'ai l'impression que depuis les derniers mois, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode très spécial avec un invité très spécial. Salut Maxime. Salut Mouad. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien, je te remercie. Je vais pas faire l'intro de d'habitude, parce que d'habitude c'est 2 frères, 2 caméras, 2 micros, un maximum de valeur. Ouais. Là c'est 2 frères aussi, mais pas le même que d'habitude. Pas le même. Il est où d'ailleurs? Abder est malade aujourd'hui, il est mince. pas là, il a pas pu se rendre dispo. Donc on va faire l'épisode avec toi. On voulait les faire tous les 3 ensemble. Mais en fait, tu l'as juste remplacé, c'est ça? On peut dire ça. Non, on voulait faire l'épisode tous les 3 ensemble et du coup, bah, ça tombe bien qu'il soit tombé malade au moment où tu es là. Ok, pas de souci. Comme d'habitude, on va piocher la personne qui a gagné les 100 euros. Et du coup, bah, cette fois-ci, c'est toi qui vas les offrir les 100 euros. Ok, let's go. Tu t'y attendais pas, hein? Je m'attendais pas, mais let's go. D'ailleurs, un petit mot sur ça, je suis extrêmement déçu. J'ai commenté chacune des vidéos, liké, partagé. Il faut continuer, il faut continuer. J'ai jamais été tiré au sort. Ça va arriver. Alors, du coup, c'est Benji276 qui gagne les 100 euros. Merci à toi, Benji. Benji. Merci d'avoir commenté, Benji276. Et merci pour la force que tu nous donnes. Continue de commenter parce que tu peux encore regagner 100 euros, c'est bien ça? Exactement, en fait, on a déjà tiré au hasard 2 fois de suite la même personne et qui a gagné les 100 euros. Ah ouais. D'ailleurs, tu sais que c'est un truc de ouf, mais à chaque fois qu'on annonce le nom de la personne qui a gagné les 100 euros, genre on poste le podcast, 20 minutes après, la personne, elle m'envoie un message sur Instagram. Ok. Dans la plupart des cas. Ça veut dire que les gens regardent. Sont engagés de ouf, tu vois. C'est cool ça. Et ouais, je suis hyper content parce qu'avec Abder, on n'avait pas envie de faire un truc qui est ultra connu avec des millions de vues. On voulait vraiment avoir une petite base de communauté de personnes qui nous suivent, qui partagent les mêmes valeurs que nous, etc. Tu vois. Donc voilà. Maxime, Mouad, tu viens d'arriver à Dubaï depuis quelques jours. Même pas une semaine là actuellement. Tu étais aux États-Unis. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, expliquer ton parcours atypique? Ouais, atypique, je sais pas. Non, ouais, parcours un petit peu atypique, mais c'est peut-être pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Non. Dans les détails en tout cas, mais pour mon parcours, moi. En gros, un peu après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Parce que là, tu reviens des États-Unis en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais 6 mois aux États-Unis. Rapidement, moi, après le bac, si je peux me présenter. J'ai toujours touché le monde de l'auto-entrepreneuriat, m'a toujours, en tout cas, monter des entreprises m'a toujours intéressé. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais fait du day trading quand j'étais au lycée, par exemple, en suivant un putain d'influenceur qui m'a fait perdre des sous. Après, par la suite, j'ai acheté un camion quand j'avais 18 ans. J'ai fait de la location de camion, par exemple. Sur les plateformes type... Wecar, Drivey, ce genre de plateforme, ouais. J'ai passé un BTS comptabilité gestion après mon bac. J'avais envie de bouger de ma ville. Je viens d'une petite ville qui est la même que toi, Clermont-Ferrand. Ouais. J'avais envie de bouger de ma ville, de voir d'autres choses. Donc j'ai bougé une première fois sur Paris. J'ai passé un bachelor finance, un master 1 gestion de patrimoine. Et puis toi, tu étais à Dubaï. Je me suis dit, vas-y, je vais rebouger encore une fois. Je vais voir de nouvelles choses. Je suis allé aux États-Unis. Donc j'ai bougé en septembre dernier, septembre 2023. Ok. Où j'étais comme un programme d'échange, on peut dire. J'avais un taf. Enfin, j'avais même 2 tafs. C'était une période assez compliquée, je travaillais énormément, j'ai développé énormément de compétences pendant cette période-là. Quand tu étais aux États-Unis? Quand j'étais aux États-Unis, ouais, ces 6 derniers mois, en fait, j'ai développé énormément de compétences. Et puis, tu m'as parlé de Dubaï, tu m'as montré plein de vidéos, les avantages, les inconvénients, et je me suis dit pourquoi pas. Donc, me voici ici pour 3 mois, et c'est tout plus si cette ville me satisfait totalement. Mais c'est bien parti pour, en tout cas. Ok.
Et donc, du coup, tu as fait 6 mois aux États-Unis, c'est ça? Yes. Et donc, toi, tu as fait un bac plus 5 en gestion de patrimoine. C'est de la finance. En fait, on aide les gens à réduire leur fiscalité et à placer leur argent correctement. Ok. Et du coup, là, une semaine à Dubaï, c'est quoi un peu le ressenti? En un mot, genre, je pense que c'est incroyable. Incroyable que ce soit ce que tu vois dehors dans la rue. C'est propre, c'est... Je vais pas dire calme parce qu'il y a beaucoup de gamos, mais c'est propre, tu te sens en sécurité, tu as du service pour pas excessivement cher comparé à New York par exemple. Moi j'ai fait New York, tu es très bien servi mais pour très cher, tu vois. Ici, bon, on va dire que c'est abordable entre guillemets. Ouais. Et puis il y a le soleil, il fait beau, les gens sont contents. Pour l'instant, aucun point négatif. T'as aucun point négatif? Pour l'instant, 0. Vraiment aucun? Ouais, pour l'instant, 0. Ok. Et quand tu étais aux États-Unis? Les points négatifs? Ouais. Il y a beaucoup de points positifs aux États-Unis, mais je pense que le seul... Par rapport à la France, parce que du coup, tu passes de la France aux États-Unis et des États-Unis à Dubaï, c'est hyper intéressant en vrai de comparer un peu les trois. Déjà, de la France aux États-Unis, c'est quoi les différences, avantages, inconvénients des uns et des autres? France, États-Unis. Alors, inconvénient, je pense aux États-Unis, je pense que c'est le côté insécurité, tu vois. Les armes en libre service. Par exemple, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, genre littéralement, on m'a peut-être dit au moins 10 fois de 10 personnes différentes, ne te bats pas ici, tu vois. Dans le sens, tu peux te faire tirer dessus si tu te bats avec la mauvaise personne, tu vois. Okay. Et c'est fréquent que ça arrive. Donc, si quelqu'un arrive en France, on va pas te dire ne te bats pas, tu vois. On pense pas forcément à ça. T'étais où d'ailleurs aux États-Unis? J'étais en Caroline du Nord, Raleigh, c'est la capitale de la Caroline du Nord. Okay. Mais j'ai pas mal voyagé aussi dans les États-Unis, j'ai fait plusieurs villes. Ouais. Mais ouais, donc. L'insécurité. La sécurité, ouais. tu la ressens ou pas quand tu te sors dehors aux États-Unis Genre, pas vraiment, mais je me suis déjà baladé, tu vois, des mecs avec des guns, tu vois, dans la rue. Ok. Et tu te dis potentiellement, tu t'embrouilles avec lui ou je sais pas, c'est un fou, ils vous tirent tous dessus. Tu vois, tu penses à des choses comme ça. C'est pas vraiment, t'as peur de sortir, mais tu te dis, why not? Après, tout ce qu'on voit dans les médias aussi, tu sais, il y a eu tant de fusillades aux États-Unis, dans une école. Donc, t'y penses, mais t'as pas vraiment peur. Mais ça reste dans un coin de ta tête. Ok. Donc, l'insécurité, après, c'est quoi les autres différences déjà? L'insécurité, la bouffe. Donc, tu trouves que les États-Unis sont moins safe que la France? Dans le détail, je pourrais pas te dire, tu vois, parce que j'ai fait que 6 mois là-bas, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en France. Mais vraiment au niveau de ton ressenti, toi, ton expérience personnelle? Bah, franchement, je sais pas. Tu sais pas te dire? Ouais, je peux pas te dire. Ouais, peut-être un peu plus insécure. Ok, de par le fait que les armes sont autant... Ouais, de ce côté-là. Ça change beaucoup de choses, une arme, quand même. Ouais. Parce que le mec, en vrai, il peut ne pas savoir se battre, il suffit qu'il appuie sur une détente et puis t'es plus là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une facilité à tirer sur les gens, c'est une dinguerie quand même. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais j'en ai plein des histoires où des gens ils me disent ouais, je me suis fait tirer dessus parce que je me suis embrouillé sur la route, pour des trucs de con, tu vois. Et tu trouves pas ça ouf que, je fais une petite parenthèse, que l'État laisse les armes comme ça en libre... En vrai, c'est hyper facile d'acquérir une arme. T'as juste à passer un permis et tout. Bah, la plupart des gens à qui j'ai parlé, c'était des jeunes comme moi. Ils avaient une arme à la maison. C'était illégalement, quoi. C'était légalement. C'était légal. Toi, t'aurais pu avoir une arme, par exemple? De par mon statut français, non. Ah, il faut être américain pour avoir une arme? Il faut être américain. Mais tu peux aller dans un stand de tir et tirer à la calache, ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais, mais tirer dans un stand de tir, c'est différent. Tu repars pas avec l'arme, tu vois. Et je trouve ça ouf qu'un État laisse l'accès aux armes, dans le sens où, genre, si par exemple demain le peuple décide de se révolter, bah, ils ont des armes. Ils ont des armes, mais ils peuvent renverser le gouvernement hyper simplement. Et en fait, c'est quand. Alors, enfin, moi, si j'étais un État, je pense pas que je laisserais des armes aux habitants, parce que je me dirais que si un jour ils veulent se révolter. T'es un dictateur, toi, en fait. Non, mais je trouve pas ça smart du côté de l'État. Côté habitant, je sais pas si ça crée plus de sécurité ou plus d'insécurité. Apparemment, que ça crée plus d'insécurité. Bah, ça crée des dérives, mais d'un autre côté, tu vois, un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a pratiquement toutes les maisons n'ont pas de clôture. Ok. Dans le sens où tu sais qu'à partir de ce moment-là, c'est la maison de chez quelqu'un et potentiellement, tu peux te faire tirer dessus. Donc, si tu cambrioles quelqu'un, par exemple, tu peux faire... Ou même si tu rentres sur sa propriété, il y a des chances que tu te fasses tirer dessus. On m'a dit, fais attention au no trespassing, c'est-à-dire c'est une propriété privée. Quand tu es dans la propriété de quelqu'un, tu peux te faire tirer dessus. Ah, juste, t'as mis le pied dans le jardin. C'est ça. Donc, la plupart des maisons, tu verras aux États-Unis, n'ont pas de grillage, n'ont pas de clôture. Ouais, et puis je me dis aussi d'un point de vue de l'État,
parce que c'est vrai que l'État, ils y réfléchissent à ce genre de choses. Ce qui est bien aussi comme avantage du fait que les habitants ont tous des armes, c'est que si demain, le pays rentre en guerre avec un pays, par exemple, frontalier, bah, tous les habitants ont déjà des armes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans ce sens-là, tu vois. Donc je pense qu'il y a avantage et inconvénient. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi les autres points du coup que tu as pu qui sont marqués? Là, on parle vraiment de Dubaï, pardon, de France, États-Unis, ouais, déjà. Je vais continuer sur du négatif et je pense que c'est le dernier, c'est la bouffe. Ouais. Ouais, c'est. En fait, à un moment, j'étais même dégoûté de manger dehors parce que j'étais sur une dynamique où je prenais que des trucs dehors et c'était pas bon à chaque fois. C'est pas bon et c'est gras de ouf. C'est ça. Non, en fait, en France, tu peux ne pas aimer quelque chose parce que c'est pas ton goût. C'est pas un problème d'assaisonnement, mais c'est t'aimes pas l'aliment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aux États-Unis, c'est vraiment un problème d'assaisonnement. C'est soit des desserts, mais ils sont extrêmes. J'aime bien le sucre, tu sais que j'aime bien les bonbons et tout. Ouais. Extrêmement sucré, mais je pouvais pas terminer le truc. Extrêmement salé, extrêmement trop fat. Donc à un moment donné, j'étais vraiment dégoûté de la nourriture et même dans des beaux restaurants, tu vois. Trop gras, en fait, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent du beurre, ils rajoutent. C'est ça. Ils sont hyper. Mais c'est toi qui m'avais dit qu'aux États-Unis, soit les mecs ils étaient musclés, soit ils étaient obèses. Ouais, c'est ça, exactement. En gros, soit les mecs ils sont normaux et donc en fait ils finissent obèses tellement que la nourriture elle est hyper grasse. C'est des gros plats en fait, c'est des grosses portions qui te servent. C'est vraiment pas un mythe, tu vois. Même dans les grosses chaînes. Ouais, c'est plus gros, ouais. Ok, c'est ouf quand même qu'il y ait autant de personnes qui sont en surpoids. Donc ça, c'est les inconvénients que tu as pu voir par rapport à ce que tu retrouvais en France et à Dubaï et aux États-Unis. Je vais y arriver. Matrix c'est vers Dubaï, toi. Non, parce qu'on va y venir là. C'est l'étape juste après. Et c'est quoi du coup les avantages, les choses que tu as retrouvées aux États-Unis, pour lesquelles tu es déçu qu'on les ait pas en France? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que comme j'ai la mentalité un peu d'entreprendre, je pense que là-bas, ils ont carrément cette mentalité-là aussi, tu vois. Ouais. C'est, les mecs, déjà, ils kiffent bosser. C'est rare de ne pas avoir 2 emplois, tu vois. Ils aiment s'en sortir. Tu vois, des gens, ils ont des belles voitures, mais pas parce qu'ils ont un taf qui paye bien, mais parce qu'ils en ont 2 ou 3, tu vois. Et qui se démerdent et qui veulent se démerder et qui veulent de belles choses, donc ils savent qu'il faut bosser, tu vois. Le minimum d'heures là-bas, c'est 45, par exemple. Ouais, toi d'ailleurs, tu bossais combien d'heures par semaine? Avec mes 2 tafs, j'étais plus à 60, tu vois. 60, 70 avec mes 2 tafs. Mais juste avec un seul taf? Et j'étais à 40, 45. Mais tu vois, c'est ouf parce que les Français, ils se plaignent de ouf. Ouais, 35 heures, machin, on va faire une semaine de 4 jours, on va faire une semaine de 3 jours, nanana, etc. Alors qu'en fait, en France, c'est l'un des pays où les gens, ils bossent le moins, tu vois. Même par rapport aux vacances, hein. Genre, je leur ai dit en France, c'est 4 semaines de... Non, c'est 5. Ouais, 5 semaines. 5 semaines de vacances. Bon, moi, je travaillais un petit peu en banque, donc on avait carrément 9-10 semaines, tu vois, avec les RTT et tout. Donc, quand moi, je leur disais ça, mais ils me disaient, mais c'est quoi ce pays de fou, tu vois? On a 1 semaine, voire 2 semaines grand maximum la première année, tu vois. Et puis tu gagnes 1 semaine par an, de ce qu'ils me disaient, tu vois. Donc, c'est pas du tout le même nombre d'heures de vacances aussi. Donc les gens, ils sont déter, quoi. Ils sont déter à mort. Ok. Du coup, tu disais ce qui te plaisait, c'était l'esprit business, c'est-à-dire? Ouais. L'esprit business, tu vois que les gens, ils aiment entreprendre. Ils sont smart. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je vais à la fête foraine, tu vois. La fête foraine, elle est blindée. Et en fait, ce que les gens, ils faisaient, c'est qu'ils avaient des propriétés privées et ils transformaient ça en parking. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as ta maison, elle est à côté de la fête foraine et tu payes un mec pour qu'il fasse rentrer des voitures et payer 10-15 euros la place. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc ça m'a aussi marqué. Tu vois, tu verras jamais ça en France. Il rate pas une opportunité. C'est ça. En fait, ils ratent pas une opportunité. À chaque instant où ils peuvent faire de l'argent, ils en font, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est toi qui m'avais raconté ou si j'avais vu ça sur les réseaux sociaux. En gros, c'était pendant qu'il neigeait, t'avais un mec qui venait toquer. Ouais, c'était sur les réseaux. Ouais, il venait toquer à toutes les portes et il disait est-ce que ça vous dit que pour $40, je vous déneige votre allée et devant la nana, c'était une femme célibataire avec des enfants. Elle disait heureusement qu'il est venu parce que j'aurais jamais pu déneiger et m'occuper de mes enfants en même temps. Et bien sûr qu'elle est. Et le mec, il s'est fait $40 en 5 minutes parce qu'il avait une machine. Et il faisait toutes les portes de l'allée. Et en fait, ils sont déterminés, tu vois. Tu vois, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont pas envie d'aller faire, par exemple, de la prospection, aller taper à des portes, tu vois. Ils ont pas cette dalle-là de s'en sortir, quoi, tout simplement, tu vois. Tu sais, on regardait une vidéo la dernière fois ensemble. C'est des mecs qui ont fait un concept sur YouTube pour devenir millionnaire en 90 jours. Ouais. Et tu vois que les mecs, ils font la manche. Et que même en faisant la manche, les mecs, ils se font $150-200 par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et t'as des gens aujourd'hui qui sont dehors et qui se laissent crouler, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, juste en faisant cet effort-là, d'aller parler à cette personne, tu vois, Enfin bref.
Ok, donc l'esprit le côté entreprendre, toi, comment ça t'a impacté le fait d'être dans un environnement où justement... Bah, déjà, le fait que moi, j'étais dans une ville, c'est pas une grosse ville pour les États-Unis, mais full de gamos, tu vois. Full Porsche, full Urus, full Ferrari. Alors que c'est pas une grosse ville pour les États-Unis, je me suis dit, ah, c'est incroyable, les gens ici ils bossent, tu vois. Donc ça m'a donné envie de bosser encore plus. Et aussi parce que tu as beaucoup de choses à apprendre aux États-Unis. Ben, rien que tu vois leur écosystème, que tout est payant aussi. Ça aussi, c'est un truc qui m'a marqué. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose du coup. Mais par exemple, je faisais de la boxe aux États-Unis, j'ai fait quelques combats aux États-Unis. Et je vais dans une salle. Déjà, le prix des salles, c'est genre beaucoup plus cher qu'en France. J'étais à $150 par mois. Par mois, ouais. Okay. Alors que c'était une petite salle, tu vois. C'est pas la salle que tu m'as montrée à Dubaï. Tu vois. C'était vraiment une petite salle dans une petite ville, tu vois. Ok. C'était 150 par mois. Et j'avais pas de gants ni rien. Je lui dis, ouais, pour la séance, je peux prendre des gants et tout. Il me dit, yes, $5. Donc, juste pour te prêter des gants qui sont... Mais des gants éclatés, des gants que tout le monde avait déjà mis, tu vois. C'est des gants que quelqu'un a perdu en plus. Je sais pas, mais sûrement, tu vois. Smart comme ils sont. Mais ouais, tu vois, tout est payant là-bas aussi. C'est vraiment ce côté business. Pourquoi je t'ai dit ça déjà ? Tu me dis tout est payant, un truc que tu avais remarqué aussi. Ouais, c'est ça, et tout est payant en fait. T'as d'autres exemples ou pas de trucs qui auraient pu être gratuits en France qui... C'est sûr que j'en ai, mais là, j'y pense pas. Mais du coup, ouais, le niveau des... Par exemple, les toilettes, elles sont payantes dans les restaurants ? Non, elles sont gratuites. Mais par contre, il y a la culture du tips. Ouais, bah vas-y, parlons-en justement de ça, la culture du tips. Ouais, c'est vrai que ça m'avait vraiment surpris quand tu m'avais expliqué comment ça fonctionnait. En fait, c'est pratiquement obligatoire le tips là-bas. C'est-à-dire, pratiquement obligatoire, on se comprend. C'est-à-dire que si tu donnes pas de tips, on va très mal te regarder, on va te faire comprendre qu'il faut donner un tips. Ok. Le tips, il fonctionne où ? Il fonctionne lorsqu'il y a du service. Ok. C'est-à-dire fast-food, il n'y a pas de service, on te donne ton plat à l'accueil, il n'y a pas de service, donc pas de tips. Restaurant, on vient te servir à table, du tips. Uber, c'est tout sur l'application, tu n'es pas obligé de mettre un tips, en plus tu peux le mettre après que tu sors du taxi, mais un vrai taxi, tu donnes un tips. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, un livreur de pizza... Un tips. Ok. Un tips. Et c'est généralement 15% du prix de ce que tu payes. Ok, donc si tu donnes moins, par exemple, on te regarde de travers. Tu peux donner moins, ils vont quand même te dire merci, les gens, tu vois. Mais si tu n'en donnes pas du tout, oui, on va te regarder bizarre. Ok. Donc 15% de ce que tu payes. Ouais, généralement ce que je donnais. Ok, donc par exemple, si tu fais Par exemple, chez le barbeur, 15%. Ok, donc par exemple, disons que tu fais un resto à $300. Tu fais un 15%, gros resto, donc tu donnes $45 en plus. Et pourquoi c'est autant important pour eux, la culture du tips ? J'ai pas creusé le sujet plus que ça. Moi, j'ai creusé le sujet et apparemment, c'est... Comment ça se fait que je connais mieux le sujet que toi ? T'es trop smart. T'es sûr t'es pas américain ? Non, je rigole. En gros, en fait, apparemment, ils ont des salaires qui sont tellement bas, les serveurs, les livreurs, les taxis et tout machin, qu'en vrai, les tips, c'est leur salaire, tu vois. Moi, j'avais un pote qui habitait en Allemagne. Il était livreur de pizza et genre, il était payé, je vais pas dire de bêtises, mais $5 ou $10 de l'heure. Ouais. Avec énormément de charges à côté. Et il disait, en vrai, on vivait grâce... aux tips. Ouais, on vivait grâce aux tips, tu vois. Et eux, je pense que c'est exactement la même chose. Et ça fonctionne comment ? En gros, genre, tu vas au... Tu me dis, on te regarde de travers, mais ça se passe comment ? Genre, par exemple, si toi, tu veux payer par carte bancaire, tu vois. Tips. En fait, tu payes par carte bancaire le montant de ton addition. Tu as le ticket qui sort. Et sur le ticket, on te le donne expressément pour que tu mettes ce que tu veux comme tips. Et dès que tu pars, on te le débite sur ta carte bancaire. Exactement. En gros, tes informations, elles sont enregistrées sur le terminal de paiement. Dès que tu pars, ils mettent le montant que tu as écrit sur le papier. En mode, ça reste discret. Et le mec, dès que tu écris sur le papier, il regarde direct. Ouais, c'est ça. Comme ça, ici, s'il doit te regarder de travers ou te dire merci. Ouais, grossièrement, c'est comme ça, ouais. Ok, incroyable. Ok, c'est quoi les autres trucs qui t'ont... toujours en France, États-Unis, qui t'ont marqué, que tu as vu de différent ? Ils sont beaucoup plus culture du sport. Pas tous, du coup. Pas tous, du coup. Mais ceux qui l'ont, ou par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui me disait... ce que je regarde, c'est que j'ai fait 0 match là-bas, que ce soit basket, j'ai regardé 0 match, tu vois. Basket, hockey, baseball, football américain, j'ai regardé 0 match. Je suis dégoûté. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'un match universitaire, c'est pas rare de payer 100 balles la place, tu vois. Ah ouais ? Pour un match universitaire, tu vois. D'une école, quoi. D'une école, ouais. C'est incroyable. Après, c'est généralement les finales de la région, tu vois. Ouais. Mais pour un match universitaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gens, ils sont vraiment... Même s'ils sont gros, ils sont hypés par le sport, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est paradoxal. Donc, il y a cette culture-là aussi où les gens, ils kiffent le sport et ils encouragent à faire du sport. Moi, ce que j'aime bien aux États-Unis et dans la culture américaine,
C'est que on responsabilise grave les gens, tu vois. Dans le sens où, tu vois, t'as pas forcément d'assurance, enfin de mutuelle, etc. Bon, tu peux prendre une assurance santé si j'ai bien compris. Ouais. Et t'as pas forcément de mutuelle, t'as pas de chômage aussi. Si, t'en as un. Je sais pas. Bah, pas que je sache en tout cas. Je crois qu'il y a un petit truc, un petit système pour quand t'as travaillé et tout, je crois. Attends, tu sais quoi, on va regarder. Ou ça doit être très peu par rapport à la France, tu vois ce que je veux dire. De ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un chômage, tu vois, c'est des assurances chômage auxquelles toi-même tu dois souscrire. Ok. Je sais pas, j'ai lu rapidement là pour pas qu'on perde trop de temps, mais en fait on te responsabilise. Quoi qu'il arrive, on te responsabilise et en gros c'est soit tu travailles, tu gagnes de l'argent. C'est ça, et t'as ce que tu veux, ouais. Exactement, et t'as pas autant de prélèvements, enfin tu payes pas autant d'impôts, autant de cotisations sociales, etc. Beaucoup moins, ouais. Beaucoup. Bah, moi qui suis dans le métier, je leur expliquais un peu la fiscalité en France, ils me disaient what the fuck, tu vois. T'as étudié un peu la fiscalité ouais, c'était aux États-Unis. Ouais. Je la connais un petit peu par rapport aux successions, je m'étais renseigné et tout, ça n'a rien à voir par rapport à la France. Tu peux juste rapidement, sans rentrer dans le détail, expliquer un peu les grandes lignes, les grosses différences. En gros, de ce que j'avais vu, après ça dépend aussi des États, mais dans certains États, tu vois, tu commences à être taxé à partir de 1 million de patrimoine que tu reçois en succession, tu vois, alors qu'en France, tu as un abattement de 100 000 euros. C'est-à-dire que tout ce que tu touches au-dessus de 100 000 euros, tu vas commencer à être taxé. Ok. Donc, en termes de pourcentage, ça donne quoi ? En France, bah à partir de 100 000 euros, généralement, tu es dans une tranche à 20%. Il y a des tranches plus basses, mais ça. C'est pour la succession, donc c'est pour un héritage, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, au-dessus de 100 000 euros, tu as plusieurs tranches. Tu as 5, 10, 15, 20, si j'ai bien révisé mes cours. Mais généralement, tout ce qui te reste, ça va être taxé à 20% parce que c'est la tranche entre 20 000 et 500 000, je crois. En gros, si tu as 130 000 euros d'héritage, ben, tu vas être taxé à 20% sur le reste, tu vois. Ok. Intéressant. Mais ouais, du coup, j'aime bien ce côté où on responsabilise les gens, où ils sont débrouillards. Et aussi, ce que j'aime beaucoup aux États-Unis, c'est ce côté où je trouve qu'ils osent. Alors, il y a aussi ce côté un peu hypocrite que toi, tu as ressenti aussi, où en fait, tout le monde te dit Wow, awesome, you're my brother, machin et tout. Et le lendemain, le mec, il te calcule plus. Et il y a ce côté aussi où je trouve qu'ils sont. Genre, pas les influenceurs, mais tu sais, les personnes qui sont connues sur les réseaux, etc. Ils disent les choses de manière beaucoup plus directe. Ouais, brute. Et il y a beaucoup moins ce truc où, tu sais, en France... C'est du bullshit, pourquoi tu vends des formations si ça marche pour toi ? Ouais, alors, sans parler de ça déjà, dans un premier temps, mais genre, même, tu sais, il y a moins ce côté... tu peux pas dire que t'es gros, tu vois, par exemple. En France, tu dis à un mec dis à un mec qu'il est gros, en France, ils sont en mode... Oh, il a le droit d'être comme je suis. C'est ça, exactement. Alors que je trouve qu'aux US, il y a plus ce côté... j'avais vu une vidéo, c'était un mec, il disait « You are fat ». Tu sais, genre, il terminait le mec et... je sais pas, je trouve qu'il y a un côté plus sincère. Genre, moi, je me reconnais quand même beaucoup plus dans... Tu vois, dans les valeurs... américaines ? Pas les valeurs américaines, mais dans la façon de parler, tu vois. Okay. De manière beaucoup plus directe, plus smart, beaucoup plus efficace. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ouais, du coup, tu as d'autres points un petit peu que tu as pu voir en termes d'avantages toujours sur le côté un peu business, c'est le côté quand tu réussis, ils sont moins haineux, mais plus admiratifs. Ouais. Admiratifs, pardon. Je sais pas, par exemple, tu as vu, moi je suis déjà allé dans des beaux endroits, que ce soit à New York ou à Atlanta, tu vois. Et comme on voit que je suis jeune, ça me demandait what are you doing for living, tu vois. Ouais. En mode, ils veulent savoir pourquoi lui il est dans cet endroit, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, il y a ce côté-là qui est bien en fait. On va plus, si quelqu'un réussit, enfin, si on voit que je suis bon dans quelque chose, et les personnes qui sont au-dessus de moi vont vouloir traîner avec moi parce que on s'entraide, tu vois ce que je veux dire. C'est pas on veut s'écraser. Ok. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et toi, du coup, le côté inspirant, je pense que ça t'a bien aidé niveau business. Carrément. Ça, en fait, t'es obligé de te bouger le cul aux États-Unis, tu vois. T'es obligé de te bouger le cul. Tout le monde travaille, tout le monde a de l'argent, tout coûte cher, tout est payant, donc t'es obligé de te bouger le cul aux États-Unis. Tu peux pas être un assisté comme en France où t'as les aides. Impossible. Si tu fais ça, tu vas finir par mendier. C'est simple. Ok. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de pays. C'est des pays où on te responsabilise, en fait. C'est soit tu te bouges le cul, soit tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, tu vois. C'est ça, ouais. Et tu seras au plus bas, tu vois. Et en France, si tu te bouges pas le cul,
J'avais vu une vidéo, c'était un mec qui disait alors du coup quand tu es en France, si tu gagnes je crois il avait dit 1600 1700 euros par mois avec du coup les charges que tu vas avoir pour aller au travail, ta voiture, ton essence, les impôts que tu vas payer, X, Y, Z, à la fin tu te retrouves avec 900 euros et si tu es au chômage, tu es à 900 euros, tu vois. D'accord. Le calcul il est vite fait en vrai, tu vois. Gratte jusqu'au dernier. C'est pour ça qu'ils ont la référence. C'est ça exactement. Mais ok, hyper intéressant. Et du coup, maintenant, on va parler du fameux sujet. Bon, ça fait qu'une semaine que tu es là, mais t'as quand même fait pas mal de choses. Tu t'es rendu compte de pas mal de choses aussi. C'est quoi un peu les différences entre les États-Unis et alors, non, entre la France et Dubaï, et après on fera entre les États-Unis et Dubaï. Ouais, entre la France et Dubaï, c'est le jour et la nuit. Ouais, je pense que c'est gros niveau de sécurité ici, gros niveau de service. En fait, même avec un peu d'argent, tu te sens comme un prince ici, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Le service est beaucoup plus accessible, en fait, tu vois. Aux États-Unis aussi, super bon service. Mais je pense même si tu payes pas cher? Aux États-Unis? Ouais. À part si tu vas dans un fast-food, tu vois. Mais parce qu'ici, en vrai, j'ai l'impression que même quand tu vas dans un fast-food, tu as un super niveau de service, tu vois. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Non, aux États-Unis, service normal en fast-food, tu vois. Les gens, ils ont pas de tips, ils s'en foutent de toi, tu vois. Mais dans les autres trucs c'est ça qui pousse les gens à avoir un bon niveau de service aux États-Unis. Je pense carrément. Parce qu'ils savent que mieux ils vont te servir et plus ils auront la possibilité d'avoir un gros tip. Et je trouve que ce système, il est super bien fait en vrai. Ouais. Toi, tu es content, tu files un petit tip, la personne est contente, elle fait bien son service. C'est ça. C'est un peu gagnant-gagnant, quoi. Ouais, et si par contre la personne t'a fait un service de merde, tu lui laisses pas de tips et elle saura pourquoi, quoi. Ouais, c'est un bon système en vrai. On devrait mettre ça en place en France. À Dubaï aussi. À Dubaï aussi. Après, à Dubaï, a priori. Le service, il est bon, même sans tips. Ils en ont pas besoin en vrai. Ils en ont pas besoin. Mais ouais, du coup, vas-y, je t'ai coupé. Sécurité. Ouais. Sécurité, gros service. T'as vu beaucoup de mecs calibrés ici à Dubaï? Non, pas encore. À part toi. Ça m'a surpris d'ailleurs. Call the police. Non, ouais, sécurité, gros niveau de service. Il fait bon. T'as l'impression d'être tout le temps en vacances. Ouais. C'est full building ici. Ouais, c'est inspirant. Pas que, parce que tu sais, t'as des gens qui aiment pas que les buildings. En vrai, tu peux avoir plein de vues différentes. Hein. Oui, voilà, il y a aussi des petites maisons tranquilles. T'as des petites maisons tranquilles. Moi, je suis plus building, tu vois. Moi, ça m'inspire vraiment le building. Moi, j'étais pareil que toi. En mode, la première année que je suis arrivé à Dubaï, je voulais avoir une vue avec des buildings, c'était inspirant, etc. Et là, en ce moment, j'ai plutôt envie d'avoir une vue sur la mer, tu vois. Ok, comme moi. Une vue sur T'as pas une vue sur la mer, t'as une vue sur des buildings. Non, sur la marina. Oui, mais moi, je te parle vraiment de la mer, genre. Ok, d'accord. Sable plus eau. Ok, d'accord. Vraiment ouais, tu vois apaisant. Le sable, ok. Ouais, tu vois le coucher du soleil. Okay. J'avais un moment, on avait loué un appart avec un ami à Dubaï en plus. C'était, ça donnait sur JBR, tu vois. C'était une dinguerie. Genre, t'avais le lit qui était face à la mer. Et en gros, un peu comme les Réels Insta, là. Comme ouais, tu vois, en gros, tu te poses dans le lit et tu vois le coucher du soleil. T'as les reflets du soleil sur l'eau, c'est une dinguerie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est 10 fois mieux que la vue sur les buildings. Je trouve que quand tu arrives à Dubaï, c'est bien d'avoir la vue sur les buildings. Après, je pense que c'est bien d'avoir la vue sur la mer. Okay. Après, la dernière étape, c'est de prendre une villa. Ouais, ok. D'ailleurs, je te montrerai un peu les quartiers pavillonnaires avec des villas et tout. Vas-y, let's go. On verra dans un an. Ça se trouve, dans un an, moi, je voudrais rester dans le building. Possible, en vrai. Possible. En vrai, ce qui est bien, c'est que tu as plein de... Franchement, je m'en lasse aussi les adventices, aussi tout ce que tu as. Les amenities? Ouais. Tout ce que tu as dans le building aussi, ça c'est... Ça, c'est insane, ça. T'as pas ça aux US, en vrai? J'ai pas habité dans un building aux US, je sais pas, peut-être à New York. T'étais en maison, toi? Ouais. Mais peut-être à New York ou quoi, peut-être. Hein. Après, dans les hôtels et tout, mais ça m'étonnerait que dans un appart classique, t'aies des amenities comme t'as à Dubaï. Je pense pas. En gros, pour ceux qui savent pas, qui nous écoutent, quand t'es à Dubaï, dans les buildings, t'as salle de sport, plusieurs salles de sport, t'as piscine. Plusieurs piscines. Sauna, hammam. Moi, par exemple, dans mon building, j'ai un lounge. Donc, en gros, j'ai même pas besoin de louer des bureaux pour travailler. Ouais. J'ai des bureaux qui me sont mis à disposition par la résidence. T'as une réception avec des personnes qui sont là. C'est ça. Tu m'as choqué comment t'es entré dans ta résidence. Moi, c'est avec la tête que je rentre dans ma résidence. Toi, c'est comme une Face ID. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est juste tu passes ta main comme ça. Je passe ma main, c'est l'empreinte digitale. Un scanner qui scanne mes doigts. Incroyable. J'y croyais même pas. Et ça me fait rentrer. Ouais, t'as voulu essayer pour voir si c'était pas un scam. Non, t'inquiète, ça marche qu'avec mes doigts. T'imagines, tu sais, ils font le truc, tu te crois trop chaud, tu rentres dans ton building, en fait, ça marche pour tout le monde. Non, et t'as une réception. Genre, par exemple, tu vois, là, si je dois prendre
un taxi pour aller à l'aéroport et que j'ai plein de valises, j'appelle la réception et ils viennent récupérer les valises devant ma porte. Incroyable. Aussi, ce que je kiffe, c'est un truc... j'avais vraiment ressenti la différence quand j'étais rentré en France à un moment donné. En gros, tu sais, c'est des petits détails en vrai, mais qui contribuent grave à ton bonheur. En fait, moi, ce que j'aime bien à Dubaï, c'est que quand tu as un business, ou même quand tu es salarié, en vrai, tout est optimisé pour respecter ton temps, tu vois. Genre vraiment, ici, tu sens que ton temps, il est respecté, tu vois. Par exemple, tu sais, je me rappelle, tu sais, moi, j'avais pris l'habitude, ici, tu verras, quand tu vas commencer à commander beaucoup de trucs et tout, toutes tes courses, tu les reçois à la maison, tu vois. Et pareil, quand tu veux commander à manger, tu le reçois à ta porte. Genre le mec, il vient sonner à ta porte. Peu importe l'étage dans lequel t'es. Ouais, c'est incroyable ça. Le mec, il vient sonner chez toi, tu vois. Il n'y a pas de je suis en bas, vas-y, descends. Bref, en France, tu sais, j'étais rentré à un moment donné pour voir la famille et tout. Je commande un truc, vas-y, le mec, il est à l'autre bout de la rue. Je perds 5 minutes, je suis en claquette, il pleuvait. Et quand je suis rentré à Dubaï, je me suis dit, oh là là, quel bonheur. Qu'est-ce que ça m'a manqué. Et en fait, ce temps-là que tu perds et ce stress, cette pression que tu as et tout, c'est. C'est ça, en fait, chacun fait bien son travail, quoi. Tu commandes un truc, c'est pour que ça arrive devant chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. On en parlait avec un pote qui est venu. J'ai quand même l'impression que sur les derniers mois, le niveau de service, il a un peu baissé à Dubaï. À Dubaï ? Ouais. À cause de quoi ? On en parlait, on a une mini-théorie, tu vois. Alors, quand je dis qu'il a baissé, attention, hein, c'est pas, le niveau de service, c'est pas de la merde. Le niveau de service, il reste excellent, tu vois. Mais il est passé de genre 11 sur 10 à 10,5, tu vois. Ok. En gros, j'ai l'impression que depuis les derniers mois, en fait, en gros, le gros de la main-d'œuvre ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la main-d'œuvre, elle est pas chère ici, tu vois, à Dubaï. En mode, tu vas prendre un taxi, tu vas payer à peu près moins d'1 euro le kilomètre. Tu vois, donc tu vas faire 5 km, tu vas payer 5 euros. C'est rien du tout, tu vois. Et pareil pour la nourriture, t'as bien vu, hein, tu commandes, hier je commande une pizza incroyable, ça me coûte 7 euros, tu commandes un gros plat de riz avec du poulet, une salade et une soupe, ça te coûte 10 euros, tu vois, et là, c'est du poulet braisé. Livraison incluse, hein. Livraison incluse, et le mec, il te livre chez toi. Donc c'est vraiment pas cher, la main-d'œuvre, elle est pas chère, et forcément, vu que la main-d'œuvre, elle est pas chère, c'est des mecs qui font venir d'ailleurs, notamment très souvent de l'Inde, du Pakistan, etc. Tu vois. Ils comprennent pas l'anglais, c'est juste ça. En gros, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas qu'ils comprennent pas l'anglais, c'est que en fait, Dubaï est en train de doubler sa population d'année en année. Genre, leur but, c'est, je sais plus combien d'avoir de millions de personnes en plus, mais c'est de doubler la population. Ouais. Et vu qu'il y a de plus en plus de gens, il y a besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Et je pense que là où avant, Dubaï recrutait des Pakistanais et des Indiens qui parlaient bien anglais. Maintenant, ils sont obligés de recruter des personnes. Tu fais une petite fixette là sur les Pakistanais et les Indiens. Qui parlent moins bien anglais. Pourquoi ? Il n'y a pas que ça à Dubaï. Hein. Non, je te parle de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. T'es sûr, c'est que ça, Pakistanais et Indiens ? 80% de la main-d'œuvre, en vrai, c'est ça. Ouais. Ok. T'as déjà vu un livreur, un taxieur ? Parce que tu reconnais les origines sur la tête maintenant ? Je pose la question à chaque fois. Il a réponse à tout, les amis. Il a réponse à tout. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Et ouais, du coup, en fait, il parle moins bien anglais. Ouais. Et donc, t'as l'impression que le niveau de service, il a un petit peu baissé. Mais en vrai, c'est rien de catastrophique. Donc, ouais, niveau de service, incroyable. C'est quoi les différences, du coup, entre les États-Unis et Dubaï, à part la sécurité, etc. Je pense qu'il n'y a que l'insécurité, la propreté aussi. Ouais, c'est hyper. La propreté, aussi. Moi, je suis allé à New York, je suis allé 3 fois, je crois. Ouais. Chaque fois relou, c'est sale, quoi. Et les rues, c'est sale. Laisse tomber, je prends plus le métro à New York. Vraiment trop sale. Vraiment, vraiment trop sale. Donc, je pense qu'il y a la propreté aussi. Et à part ça, après, ça se vaut. Hein. Du coup, tu disais que tu avais fait des combats de boxe un peu aux États-Unis ? Ouais, quelques-uns. Comment ça s'est passé ? C'est marrant aussi parce que mon grand frère, tu connais mon grand frère, lui, il était professionnel. Et il me disait, c'est incroyable les États-Unis. De 1, il y a beaucoup de combats. Et de 2, tu combats comme ça. Pour moi, pour la petite histoire, je suis arrivé dans ce club-là. Et je leur ai dit, écoutez, moi, la boxe, j'en ai jamais réellement fait. J'ai pas de gants et tout. Du coup, déjà, tu as payé $5 pour les devants après. Ouais. J'ai pas de gants et tout, mais je suis déter et je veux combattre cette année. Et ça me regardait en mode, OK, Frenchman, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois ? Ils m'ont dit, on verra, tu vois. Ça fait, je fais un premier entraînement et tout, ils voient que je sais pas de faire de corde à sauter. C'est difficile pour moi. T'avais déjà fait de la boxe ? J'en ai déjà fait, mais jamais réellement, tu vois. Corde à sauter, je sais pas en faire, tu vois. Ouais, moi non plus, ouais. Ouais, tu vois. Du coup, ils voient que c'est compliqué pour moi, je sais pas faire de corde à sauter et tout, nanana. Et je fais un sparring, tu vois, avec un mec, et je pense que c'est un mec qui était là depuis un bon moment. Et je le surclasse, tu vois, le mec. Et à la fin du sparring, ça me dit, oh, good job, Luminé. Genre, vraiment, tout le monde me dit ça, tu vois, le propriétaire de la salle, good job.
Et le soir même, il m'envoie un message, ce petit vicieux, tu vois, il me dit on verra, on verra. Et le soir même, il m'envoie un message, il me dit il y a un combat samedi prochain, t'es chaud? Et ça faisait combien de temps que tu avais rejoint le club? Ça faisait une semaine, même pas. Même pas, en fait, dès que j'ai fait le sparring, en fait, ils savaient pas ce que je vais aller, tu vois. Ils ont vu que je savais pas faire de corde à sauter, j'avais pas de gants et tout. Ils m'ont dit on verra. Alors qu'il y avait un combat prévu pour le samedi prochain, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça va super vite. C'est comme ça, j'ai fait mon premier combat. Pareil, après le deuxième. Alors, ça a été quoi la décision de ce premier combat? Premier combat gagné. Hein. Gagné comment? Décision. Décision, ok. Deuxième combat gagné. Comment? Voilà, j'attendais la question. Par TKO. Mais c'est violent. Bah, c'est un sport comme un autre. T'es un homme violent, en fait. Non, il y a énormément de valeur dans ce sport. Tu demanderas à Cédric Doumbé, que j'aime bien. Non, je suis d'accord. Ok, et ça s'est passé comment un petit peu dans les entraînements? Parce que tu as fait de la boxe en France aussi. C'était quoi un peu les différences que tu as pu voir? Au niveau de l'entraînement, pas grand-chose en vrai. Bah, à part le prix, tu vois. Ils ont un bon niveau aux US en vrai? Je peux pas trop comparer par rapport à la France, tu vois. En France, j'ai pas trop bougé en boxe, à part m'entraîner avec mon frère de temps en temps. Donc je sais pas. Mais en compétition, en vrai, je sais pas. Je pourrais pas comparer les deux niveaux boxe, tu vois. Mais aussi, les compétitions de boxe là-bas, c'est vraiment quelque chose. C'est les gens, ils crient alors que c'est de l'amateur, tu vois. Les gens, ils crient, ils sont hypés. Donc c'était pas mal. Ouais, niveau mindset, c'est ça que je voulais savoir. Bah, je pense qu'ils sont déter. Après, peut-être un peu plus déter parce que tu sais, aux États-Unis, il y a l'UFC, il y a beaucoup de champions qui sont américains. Enfin, je veux dire que toi, quand tu combats aux US, c'est que tu as un coach et tout qui te sauce et tout avant les combats. Non, même pas. Je l'ai pas raconté, mais genre, par exemple, mon premier. En fait, le truc, c'est que je combattais en boxe thaï parce que j'aime bien la boxe thaï et que mon frère en faisait. Mais mes entraînements, j'ai jamais fait. Enfin, je faisais pas de boxe thaï parce que je pouvais pas avec mes horaires. C'est-à-dire, lors de mon premier combat, en fait, j'ai rencontré mon coach avant le combat. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est même pas il m'a hypé, il m'a dit je te connais pas, je sais pas comment tu boxes, mais ça va le faire, t'inquiète. Donc, c'est rassurant. Ouais, Mais après, c'est comme ça, tu vois, même si je connaissais pas mon coach, c'est en mode vas-y, ça va, vas-y, Maxime, tu vois. Ok. Deuxième combat, est-ce que c'était le même coach? Ouais, c'était le même coach. Mais pareil, entre le premier et le deuxième, on s'était pas vu. Ouais. Parce que je faisais pas les entraînements de boxe, je pouvais pas que mes horaires, je faisais du JJB. T'as fait du JJB, petit vicieux? Ouais, je pouvais que JJB, moi, avec mes horaires. Ok, donc tu t'es entraîné au JJB? Ouais, je buté au JJB, ouais. Ok. Et puis, troisième combat, mon coach, il était pas là. C'est un mec comme ça qui m'a pris et on allait faire le combat. Ok. Et tu penses que c'est important de faire des sports de combat quand t'es un homme? Avec notre mentalité, ouais, je pense. Parce que déjà, les sports de combat, c'est très dur. C'est très ingrat, je trouve. C'est le seul sport où on va compter ton nombre de défaites. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Au foot, au basket, dans d'autres sports, on ne compte pas ton nombre de défaites. Si vous avez été champion cette année, quand tu fais des sports de combat, c'est tant de victoires, tant de défaites. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est super ingrat. Ok. Comme sport. Très difficile, ça t'apprend énormément de valeur. Et puis pour un homme, pour moi, un homme, il est obligé de savoir se défendre, tu vois. Okay. Pas forcément d'être Bruce Lee, mais de savoir mettre une bonne patate, tu vois. Pourquoi? Je pense, je privilégie de ne pas se battre dans la rue et tout, ouais. Mais il y a toujours des situations qui font que un jour, tu vas peut-être être obligé de te battre, tu vois. Ne serait-ce que pour te protéger toi-même parce que tu es vraiment en danger, ou protéger ta femme, tes enfants, ou les personnes que tu aimes, tu vois. C'est pour ça que tu as commencé à faire ce genre de sport de combat? Non, parce que j'aime bien. Ok. Et tu parlais de valeurs et tout, que tu disais il y a des belles valeurs dans ce sport. C'est quoi les valeurs qu'il y a dans ce sport? Je pense que c'est l'humilité, tu vois, parce que peu importe comment tu es fort, tu vas forcément trouver plus fort que toi à un moment, que ce soit à l'entraînement ou en combat, tu vois. Donc, et puis c'est très dur, la persévérance, tu persévères, l'endurance. Non, franchement, les sports de combat, c'est vraiment quelque chose qui te fait grandir mentalement et physiquement, tu vois. Ok. Ouais, on va parler d'un sujet qui est intéressant là. Let's go. Toi, tu as fait un bac plus 5? Pratiquement bac plus 4. Tu as dit que tu avais fait un master, non? Master 1 que j'ai validé. Ok. Ouais. Excuse-moi, je suis pas très familier avec les études. Pas de souci. Et du coup, tu t'ambitionnes d'être entrepreneur? J'ambitionne d'avoir des entreprises. Ouais. Ok. Je le suis déjà, mais je veux continuer à le faire.
Ok. Et qu'est-ce qui fait... Et ça, dès le départ, hein, avant même de faire tes études, tu voulais être entrepreneur. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu veux faire un bac+5 alors que tu veux être entrepreneur? Plusieurs raisons. Pour moi, en fait, je pense que les études, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, c'était mon filet de sécurité. C'est-à-dire que je sais que dans l'entreprise, tu vas forcément te casser la gueule. En tant qu'entrepreneur, tu veux dire? Ouais. En tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire quand tu as monté des entreprises, surtout moi, j'ai souvent des projets qui sortent un peu des sentiers battus, tu vois. J'aime bien. Des projets? Ouais. Enfin, mes projets d'entreprise, tu vois, je sais que c'est pas forcément faire un restaurant ou je veux faire des trucs un peu plus, on va dire, atypiques. Donc en fait, moi, les études, je voyais vraiment ça comme un filet de sécurité. C'est-à-dire que, vas-y, c'est bien, j'ai mon master. Je vais pouvoir faire plus de levées que les gens qui n'ont pas forcément d'études, surtout en finance, tu vois. En sortie d'études, bah, tu es à facilement 2500, 3000 euros sans les primes, tu vois, en net. Par exemple, moi, j'étais en alternance, j'avais 2000 euros, tu vois ce que je veux dire, en net. Sachant que tu habitais à Paris. Sachant que j'habitais à Paris. Ouais. Et ouais, moi, je voyais que vraiment comme mon filet de sécurité, c'est-à-dire que demain, je vais monter des entreprises, les entreprises vont se casser la gueule. Bah, tant pis, j'ai pas peur de prendre des risques parce que je peux retourner dans le salariat, avoir un bon salaire, entre guillemets. C'est quoi un bon salaire? En gros, quand tu as fait un bac+5 en finance, tu peux espérer quel salaire? Bah, parce qu'on te promet en école de commerce, on te dit... Non, réellement. Réellement. D'ailleurs, moi, je posais souvent la question en alternance des chiffres. Mais si tu es mauvais, allez, tu es à 37K annuel brut. Ça fait combien en net? À peu près, sans faire de calcul. À peu près, je pense que ça tape dans les 2100 net. Et si tu es bon, tu vois, que tu ressors, tu es en banque privée et tout, tu es à 47K brut annuel, tu vois. Donc, tu as quoi? Tu as 3000 euros net, quoi. Ouais, c'est ça. Sans les primes et tout. Donc, en gros, toi, les études, c'était vraiment le truc en mode si j'ai une galère, je peux avoir un métier dans lequel j'ai un salaire à 3000 euros. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc que j'aime faire aussi, tu vois. Genre, t'aimes bien le côté finance et tout? Ouais, carrément. C'est pas je suis en Australie, dans des grottes, sous le soleil et tout. C'est je suis dans mon petit bureau, j'aime bien parler aux gens, faire des placements financiers, etc. Ok. Et tu penses pas qu'aujourd'hui, donc, le fait de faire 5 ans d'études, plutôt que faire 5 ans d'études, si tu développes une compétence qui te permet d'accéder à un métier digital, ça te permettrait de gagner beaucoup plus et par exemple de retomber sur tes pattes si jamais ton projet d'entrepreneuriat ne marche pas? Alors, c'est sûr, mais... Et gagner beaucoup plus. Ouais, c'est sûr. Je pense que si tu te mets 5 ans sur un business model et que tu le taffes bien, tu fais des levées. Là, à part si tu es vraiment mauvais et que tu comprends rien au business. Parce que tu sais très bien que les métiers du digital aujourd'hui, ils te permettent de gagner beaucoup plus que 3000 euros. Ouais, carrément. Mais de un, pourquoi? Parce que moi, j'aime bien la finance, tu vois ce que je veux dire? Et mon objectif derrière, si j'ai pas de diplôme financier, l'entreprise que je vise, je pourrais pas la monter, tu vois ce que je veux dire? C'est une certaine légitimité aussi, en tout cas dans la finance. Parce que toi, tu veux monter une boîte dans la finance, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien. Ok, c'est ça le projet atypique? Non, c'est pas ça. Ok, donc c'est pas ça que tu veux faire. Si, je vais en faire plusieurs. Ok, donc tu veux faire plusieurs boîtes, quoi. Ouais, plusieurs boîtes. Ok. Donc pour moi, ça représente un filet de sécurité. En plus, c'est dans mes années jeunesse et faire des études, ça m'a pas empêché de faire d'autres choses à côté, tu vois. Ah, je comprends. En fait, je comprends parfaitement ta vision, qui est celle de dire, en gros, j'ai une sécurité, etc. Mais pour moi, c'est mal optimiser son temps, tu vois. Dans le sens où si c'est la seule chose pour laquelle tu fais des études, en mode si demain j'ai une galère dans ma boîte, quand je vais lancer ma boîte, en gros j'ai une sécurité, ça va me permettre de trouver un travail. Ouais. Je trouve que c'est une perte de temps totale. Parce que dédier 5 ans de sa vie à faire des études pour que ce soit juste une sécurité, je me dis... Enfin, je te donne un exemple. Tu vois, moi je suis entrepreneur. Non, il n'y a pas que la sécurité. Là je vois où tu veux aller, tu vois. Je commence à te comprendre et j'ai regardé tous vos podcasts, tu vois. Ok. Mais oui, ok, il y a la sécurité, cet aspect sécurité, mais aussi la passion du métier. Non, arrête pas, moi. Non, la passion du métier, tu oses me dire ça sur le podcast? Non, sérieux, arrête. Je te parle sérieusement. T'es passionné, t'es dans ton bureau, tu te dis, je vais faire un placement là. Je te parle sérieusement, j'aime bien. Ok. Sérieusement, j'aime bien. Ok. Il y a la passion du métier. Ok, pourquoi tu fais pas ça toute ta vie alors? Bah, c'est ce que je compte faire toute ma vie. Enfin, mon entreprise principale, je pense que ce sera ça, tu vois, celle vraiment où je vais m'éclater, où je vais aimer aller au bureau, ce sera ça. Et après, j'ai d'autres projets à côté pour en faire rentrer. Tu déclares ou pas les projets? Non. T'as un auditeur qui... Il y a trop de voleurs là dans ce podcast. Trop de gens qui sont à l'affût.
Mais pour toi, les études, ça sert complètement à rien. Parce que tu sais que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, hein. non, mais ça, je sais, je l'ai même dit sur le podcast, tu vois. J'ai eu un débat avec Abder sur ça. En fait, pour moi, si tu veux devenir entrepreneur, je vois pas les intérêts de faire des études classiques. Par contre, je pense que c'est important de se former, tu vois. Parce qu'en vrai, les études, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire se former à une compétence. Ouais. C'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si ton objectif, c'est de devenir entrepreneur, le chemin des études classiques, donc des écoles privées de commerce, de management, etc., de finance, je trouve qu'il est trop arriéré et je trouve qu'il est plus du tout adapté au monde actuel. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, dans 90% des écoles privées dans lesquelles tu vas aller, c'est des profs qui eux-mêmes n'ont jamais investi ou qui eux-mêmes n'ont jamais monté de boîte. Tu vois. Alors oui, tu vas me dire, oui, j'ai déjà eu un intervenant qui est entrepreneur, machin, etc. Ça arrive exceptionnellement, ça arrive rarement, mais le cœur de l'enseignement qu'on va te partager, je pense qu'aujourd'hui, ne te prépare pas réellement à la réalité entrepreneuriale. Yes. Et aujourd'hui, tu sais, j'avais posé cette question à... J'étais avec ma voisine, elle m'avait dit, en gros, je vais déjà raconter cette anecdote. En gros, je vais chez ma voisine, je lui explique un petit peu mon business model, etc. Ma voisine, c'est une personne âgée, tu vois. Ouais. C'est quand j'étais encore en France. C'est une personne âgée. Et souvent, elle m'appelait pour que je l'aide à, tu sais, des trucs un petit peu de personnes âgées. Ah, j'arrive pas à imprimer. Je crois que je l'avais déjà raconté cette histoire sur le podcast. J'arrive pas à imprimer ce document, j'arrive pas à... Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie Mais du coup, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te payer un appartement aussi grand et tout? T'as l'air hyper jeune, machin. Et du coup, je lui explique ma boîte. Elle me dit, mais... Sa première question m'a fait vraiment rire. Elle m'a dit, mais t'as fait quoi comme étude pour faire ça? Et je lui dis, mais j'ai pas fait forcément d'études pour faire ça, mais je me suis énormément formé, tu vois. Elle me dit, mais tu t'es formé, mais t'as fait quelle école tout? Je lui dis, mais j'ai pas fait les écoles traditionnelles. Et je lui dis, écoutez, j'ai une question à vous poser. Si demain, vous aviez envie de lancer une boîte de pneumatiques, tu vois, de lancer une boîte de pneus, ce serait quoi le plus intelligent? Quel chemin vous permettrait d'avoir le plus facilement des résultats? Est-ce que ce serait de faire une école de commerce? Ou est-ce que ce serait d'acheter un mentoring au mec qui a fait Michelin? Logiquement, elle m'a dit que ce serait de faire un mentoring au mec qui a acheté Michelin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Genre, si tu veux être entrepreneur, que tu veux lancer une boîte, moi, je préfère largement me former auprès d'un mec. Je te dis une bêtise, je veux lancer une laverie. Moi, mon but, c'est de lancer une laverie. Je préfère largement aller voir un mec qui a 20 laveries en région parisienne, qui a fait grave du cash avec ça, et lui dire, écoute, je te donne 3 000, 5 000 euros, tu m'apprends toutes les erreurs que tu as faites, etc., etc. Tu m'accompagnes, si j'ai des questions à te poser, tu me donnes ton WhatsApp, je peux te les envoyer, machin et tout, et tu m'accompagnes jusqu'à ce que j'ai des résultats, plutôt qu'aller dans une école de commerce, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est ce truc de, tu veux entreprendre. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'entreprendre chez des personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui et qui te garantissent un résultat. Donc moi, c'est vraiment ça ma vision des choses. Et souvent, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus rapidement. Et moi, honnêtement, je suis pas fan des écoles. Je suis pas fan de l'apprentissage théorique pendant des années, pendant des mois, etc. Mais après, c'est le système. Est-ce que tu penses pas que ça serait aussi le BINS si demain, il y avait plus d'écoles, plus de réels diplômes délivrés par l'État? Mais c'est quoi, en fait? C'est quoi un diplôme? C'est quoi une école? D'accord, ok. Un diplôme, c'est un bout de papier. Bien sûr. Ça veut absolument rien dire, tu vois. Puis-je avoir la parole? Ouais, vas-y. Merci. Ok. Imaginons demain, il n'y a plus du tout d'école, plus de système, il n'y a que des infopreneurs qui apprennent des compétences. Tu ne penses pas que ce serait le BINS et ce serait un peu la porte ouverte à tous les scams? Tu sais, je me rappelle d'un truc. Quand j'étais au lycée et que je voulais partir, et je crois qu'on te l'avait dit à toi aussi, et que je voulais partir dans une école de commerce, parce que c'était ça mon objectif de base, on devait aller en école de commerce ensemble. On m'avait dit, fais attention, il y a certaines écoles qui ont des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, et ça peut te poser problème le jour où tu vas vouloir te faire recruter par un employeur qui cherche à avoir des écoles qui ont un diplôme qui est reconnu par l'État. Maintenant, on va dégrossir le truc. C'est quoi aujourd'hui un diplôme? En fait, c'est quoi un diplôme? Finalement, c'est un bout de papier. Alors oui, si ton objectif, c'est de devenir salarié, ce bout de papier, il a une certaine valeur auprès de ton employeur, si c'est ton objectif. Mais si ton but, là, on reste dans le cadre de ton but, c'est de devenir entrepreneur. Ton objectif, c'est de devenir entrepreneur. Si ton objectif, c'est de devenir entrepreneur, ce diplôme-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Oui, rien. Rien du tout. Donc, c'est quoi qui va vraiment t'être utile et qui va te servir? C'est les connaissances que tu vas avoir. On est d'accord? Donc, en fait, une école, elle te transmet des connaissances. Un infopreneur, il te transmet des connaissances aussi, tu vois. Et ça peut être même de la même manière. Tu prends par exemple le CNED, ou des écoles, par exemple, qui se font à distance. Je vois pas la différence, honnêtement, entre des écoles qui se font à distance, qui vont te délivrer un diplôme, soi-disant, et un infoproduit, donc une formation en ligne, qui, pareil, va te délivrer des connaissances avec des études de cas. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'infopreneur, lui,
Pas tout le temps, attention, hein, je dis pas que tous les infopreneurs sont bien, au même titre que toutes les écoles sont pas bien. Tu as plein d'écoles, c'est des scams. Et ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que les écoles privées, c'est un business. Oui, c'est un business. C'est-à-dire qu'une école privée, toi, demain, tu peux lancer une école privée. Sur n'importe quelle thématique, tu peux lancer une école, recruter des... Après, ce qui fait la différence, c'est les diplômes reconnus par l'État. À condition que tu veuilles devenir salarié. Oui. Une fois de plus, tu préfères quoi? Avoir une école privée qui a été faite? Après, pas forcément, parce que moi, demain, j'ai mon diplôme. On a eu justement des anciens étudiants qui, dès qu'ils ont eu le diplôme et toutes les certifications, parce qu'en finance, tu ne peux pas te lancer comme ça, il te faut certaines certifications, AMF, etc., des associations qui ont lancé leur cabinet directement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, des infopreneurs qui apprennent la gestion de patrimoine, non, ça n'existe pas. Oui, parce que c'est des marchés qui sont régulés. C'est comme, par exemple, ouvrir un cabinet médical ou par exemple ouvrir un cabinet de chirurgien dentiste, tu n'as pas le droit de le faire si tu n'as pas parce que ça touche à la santé, ça touche à des points qui sont vitaux. Mais ouvrir un business, ouvrir une société de pneus, donc qu'est-ce que tu préfères toi? Disons que demain tu veux ouvrir une société là on qui est d'accord. Non mais vas-y. d'accord. Alors c'est pas le même débat. Là c'est pas le même débat. Moi je te parle de mon cas spécifique qui était de la finance où tu dois avoir des certifications, etc. Donc tu n'as pas le droit d'exercer une activité si tu n'as pas ces diplômes-là? Yes. Par exemple, l'AMF, là, tu es obligé de le faire. Par exemple, l'AMF, pour vendre des produits financiers, c'est quelque chose que j'ai dû passer pour vendre des produits financiers et que je suis obligé d'avoir si demain je veux mon cabinet en gestion de patrimoine. Dans ce cas-là, oui. En fait, si tu ne peux pas exercer l'activité, si tu n'as pas un diplôme qui est reconnu par l'État, tu veux faire quoi? Tu n'as rien de plus à faire. Tu es obligé de le faire. Tu passes la certification. Mais tu n'es pas dans l'optique de c'est grâce au parcours. Moi, je ne serais pas dans l'optique de c'est grâce à ce que je vais apprendre que je vais percer dans cette activité. Je serais plus en mode sans ce diplôme que j'aurai à la fin. Alors oui, je vais certainement apprendre des choses, mais par exemple, faire du marketing, faire ce genre de choses, je suis sûr que les méthodes, elles sont arriérées, tu vois. Et donc, on est d'accord aujourd'hui pour dire ensemble que si ce que tu fais, ça ne nécessite pas un diplôme reconnu par l'État pour exercer l'activité, par exemple médecin, tout ce que tu fais au niveau des finances, etc., le chemin le plus smart, c'est pas forcément de passer par des écoles, tu vois. Non. En tout cas, moi, je recommande... Sauf pour le prestige. Par exemple, HEC, là, c'est une école qui est tellement reconnue que même en tant qu'entrepreneur, tu peux en jouer sur ton marketing en disant le CEO de telle boîte a fait HEC, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je recommande quand même, c'est au minimum d'avoir son bac. Ouais. Au minimum d'avoir son bac. Et après, si vraiment tu veux faire de l'entrepreneuriat, lance-toi, achète une formation. Et c'est sûr qu'en 5 ans, entre le mec qui a commencé à 18 piges, il y en a combien des millionnaires à 20, 22 ans parce qu'ils ont commencé à 17, 18 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est évident. Après, c'est une question de choix, une fois de plus. Mais tu vois, le truc, c'est que aussi, tu peux faire les deux en vérité, tu vois. Et toi, c'est ce que tu as fait en vérité, tu vois. Pendant toutes tes études... En fait, je m'ennuyais. Je ne pouvais pas faire qu'une seule chose étudier. Pour moi, c'est pas possible. Je suis obligé de toucher à autre chose. Donc, tu peux faire les deux. Si tu veux faire des études comme toi en finance, ça t'a pas empêché de lancer des business à côté, en parallèle. Et aujourd'hui, on a la chance de, tu vois, t'ouvres un PC, tu fais quelques clics et tu peux lancer une boutique, tu peux lancer... Tu peux faire une activité à temps partiel, tu peux faire du closing, du setting, tu peux faire énormément de choses, tu vois, aujourd'hui dans l'ère du digital. Mais ouais, du coup, on est bien d'accord pour dire que si tu veux lancer un business qui n'est pas réglementé par l'État, qui ne nécessite pas un diplôme de l'État, la voie la plus rapide pour le faire, c'est pas d'apprendre auprès des écoles traditionnelles, mais c'est d'apprendre directement avec des personnes qui ont déjà obtenu les résultats que toi tu cherches à obtenir, de te former auprès d'eux. 100% d'accord avec ça. Ensuite, par rapport aux conseils que tu donnes, par rapport au fait d'avoir son bac, je te rejoins à 1 milliard de %. Merci. Pour moi, c'est hyper important d'avoir son bac et je vais expliquer pourquoi. Pour 2 raisons. La première, c'est que si on suit un peu ton discours, pour donner de l'eau dans ton moulin, c'est que, en gros, le bac, c'est un peu un passeport, tu vois. En fait, ça te permet de reprendre tes études à n'importe quel âge. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux à n'importe quel moment reprendre tes études si tu as envie de le faire et si tu es passionné par un sujet. Par exemple, moi, j'avais raconté sur un podcast avec Abder, à un moment donné, je bossais sur une plateforme téléphonique. Ouais, je m'en souviens. Et je parlais avec un mec et sa nana, elle gagnait 5000 balles par mois et lui, il gagnait 1200 et il m'a dit, écoute, là... Non, même plus, je crois qu'il gagnait 2000 € et il m'a dit, écoute, là, moi, je vais arrêter mon travail et je vais me remettre dans les études de mathématiques ou de chercheur. Enfin, je sais pas ce qu'il voulait faire, je me souviens plus trop. Et il me disait, je serais payé 1000 balles et quelques par mois jusqu'à la fin de ma vie. Mais par contre, c'est ça que j'aime. Kiffe ça, tu vois. Résoudre des problèmes, faire des recherches, machin et tout. J'accepte que ce soit ma femme qui gagne plus d'argent, mais en mode, moi, c'est ça que je kiffe faire. Et heureusement qu'il avait son bac parce que ça lui permettait de reprendre ses études plus facilement, plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Mais si dans tous les cas, tu veux être entrepreneur, que tu en es sûr à 100% au fond de toi, en vrai, voilà, tu vois, c'est moins important. Et la deuxième chose, vraiment, je trouve un truc qui est pas assez mis en avant, tu vois, surtout par des gens comme nous qui faisons des podcasts et qui parlent d'entrepreneuriat, machin et tout, etc. C'est qu'en vérité,
certes, il y a beaucoup de points négatifs à faire des études, mais je trouve que aller jusqu'au bac, c'est quand même une certaine preuve de résilience et c'est un signe d'autodiscipline. Tu vois ce que je veux dire ? D'assiduité, ouais. D'assiduité. Tu te lèves tous les matins tôt, à 7 heures, pour aller dans les cours. Que tu sois fatigué ou pas, tu dois y aller. Tu as des devoirs à faire. Tu as envie d'aller sur ton téléphone, de jouer aux jeux vidéo, mais tu dois faire tes devoirs pour avoir une bonne note. Et après, tu as un diplôme, donc tu as le bac de français qui est un an avant. Exactement, et ça te prépare. Et donc, du coup, tu dois gérer tes émotions, ton stress. Si jamais, par exemple, des personnes comme toi et moi, en réalité, on n'avait aucun stress, tu vois. Pas trop. Sur ce genre d'épreuve. On va pas développer pourquoi. On va pas développer pourquoi, parce qu'en fait, on a été stressé par des trucs qui sont bien pires que ça, tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand t'as une feuille de papier sur une table, t'es pas en train de tomber, quoi, tu vois. Mais bon, c'est force à tous ceux qui stressent pour leur... pour le bac de français, les gars. Pour le bac de français. Et en fait, par exemple, moi, je vais te donner un exemple. J'ai toujours été un élève moyen. Genre, en gros, j'avais toujours la moyenne. J'étais pas l'élève qui avait 18, 19 sur 20. J'étais pas l'élève qui avait 6, 7 de moyenne. J'étais l'élève qui avait 12, 13. Ouais, pareil. Genre en mode, tu vois, je faisais le minimum pour passer. Je voulais juste passer à l'étape d'après, moi, tu vois. Exactement. Et en fait, sur l'année de ma terminale, c'était très compliqué pour moi. Pareil. Et en gros, en fait, je faisais plus rien. En gros, littéralement, je faisais plus rien. J'avais 7 de moyenne générale et après 5 de moyenne générale au dernier trimestre. Je m'en souviens, je pensais que tu allais rater ton bac. Hein. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est simple. J'ai fait un business model, tu vois. Genre, j'ai des vidéos d'ailleurs, ma chambre, ça ressemblait à Prison Break quand le mec il veut s'évader de prison, tu vois. Je te jure, j'avais des feuilles de partout. Donc, 2 mois avant d'avoir mon bac, en ayant passé une année à rien faire, j'ai commencé à, en gros, calculer les coefficients. Et donc, je me suis dit, comment je peux avoir mon bac de la manière la plus simple et efficace ? Et je me suis dit, OK, il faut que j'ai des grosses notes sur les gros coefficients. Et les notes qui ont des petits coefficients, logiquement, c'est ça exactement. Donc, d'abord, tu commences par réfléchir de manière intelligente. Ensuite, OK, quels sont les... comment je fais pour... combien il y a de chapitres sur ces gros coefficients ? OK, il y en a tant. Il me reste 8 semaines. OK, donc si je fais un chapitre par semaine, c'est que c'est bon. Et donc, tu commences à planifier le truc, à faire ton business model, à te dire de telle heure à telle heure, je révise, à optimiser ton sommeil, optimiser le sport, etc. Et donc, c'était les 2 mois où j'ai eu la meilleure hygiène de ma vie. Et je te jure que le jour où j'ai eu mon bac, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Ouais, t'étais content. Mais c'est pas que j'étais content, c'est que j'ai eu des succès business qui sont genre incroyables, pour lesquels je devrais être hyper content. Mais le jour où j'ai eu mon bac, c'était une réussite de malade parce que... Pareil, tu sais que je vais y venir après, mais ouais, pareil. Vas-y. En fait, je m'étais tellement sacrifié, j'avais tellement planifié le truc. Et c'est ça, et en fait, tu planifies le truc et tu te dis... Et tu sais, j'étais tout le temps sur les sites de calculateurs. Ah, si j'ai 12 de moyenne sur cette matière et truc. Et du coup, ça fait ça et boum. Ah ouais, ok, tu vois. Et j'avais tellement tout... m'étais tellement donné, en fait. Ouais. Que quand je l'ai eu, genre, et puis pour moi, le deal avec mes parents, c'était genre, dès que tu as ton bac, tu fais ce que tu veux. Genre, tu veux faire ton business, tu fais ton business. Tu veux partir à l'autre bout du monde, tu pars à l'autre bout du monde, mais juste aie ton bac. Et comme ça, le jour où tu auras envie de reprendre tes études, tu pourras le faire de manière très facile, tu vois. Mais ouais, du coup, tu voulais partager quoi par rapport à ça ? C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je m'en souviens, à l'ancienne, je m'étais fixé un objectif de salaire, tu vois, qui était de faire plus de 2005. Enfin, je faisais mes petits calculs, je me disais, à 2005, je suis bien, je peux coffrer 1000 balles, je vis avec 1500 et tout, nanana. J'ai dépassé cet objectif l'année dernière, tu vois. Et en mode, je m'étais même pas rendu compte, c'était même pas, waouh, amazing. Et quand j'ai eu mon BTS, par contre, l'année de mon BTS, la seconde année, c'était une année super compliquée. Pourquoi ? J'avais perdu mon père. J'avais fait, la première année, j'avais fait avec le TNED, donc j'avais rien révisé, parce que je travaillais à côté, donc j'avais rien fait de ma première année. Et je m'étais tellement sacrifié, moi aussi, cette année. C'est-à-dire que je révisais jusqu'à minuit, ce que je n'avais jamais fait avant. Je saoulais les gens pour qu'ils m'apprennent des trucs. Je regardais là les vidéos. Et au final, j'ai eu mon BTS, avec 14 d'ailleurs. Aïe. Et ouais, j'ai vraiment été fier de moi. Et je pense que c'est la chose pour laquelle j'ai été le plus fier, tu vois, d'avoir eu mon BTS avec tout le travail que j'ai fourni. Tu sais, il y a une grosse corrélation entre le travail que tu fournis. En fait, à quel point... comme on dit, plus la bataille est dure, plus la victoire est belle. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément, je suis d'accord. Donc, plus tu vas donner de sacrifices pour obtenir quelque chose, au moment où tu vas l'obtenir, ça va être beaucoup plus incroyable et beaucoup plus mérité, tu vois. Et tu vas tellement plus kiffer le moment. C'était, on l'avait déjà mis dans un podcast, tu sais, l'extrait de Israël Adesanya, tu vois. Quand il fait son discours qui est parti viral, où il dit... quand il est champion du champion. Ouais, il dit, je vous souhaite à tous de ressentir ce que j'ai ressenti. Ouais. Mais pour que vous ressentiez ce que j'ai ressenti, vous devez tellement souffrir. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc ouais, voilà un petit peu le point sur les études. Et je vois trop de adolescents qui regardent des vidéos qui sont matrixés, tu vois, en mode vas-y, j'arrête mes études à 14 ans et tout. Ouais. En vrai, moi, tu sais. D'un côté, c'est bien d'être matrixé, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. Le minimum, mon gars, c'est le bac, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même être en vrai de vrai, quand tu es au lycée, tu as quand même du temps libre. Hein. Mais c'est ça. Vous êtes tout. Franchement, on n'a pas révisé comme des fous pour avoir notre bac. Hein. Non, 2 mois. 2 mois où vraiment, même 1 mois et demi, je me suis vraiment coupé du monde et je faisais que réviser. Mais c'est ça. Littéralement, si j'avais. Quand t'es au lycée, t'as du temps libre. T'as du temps libre de malade. Bah, combien de jeunes, combien d'ados jouent à la PlayStation des heures et des heures, que ce soit le week-end ou même quand tu rentres chez eux après. 100%. T'es pas obligé d'arrêter. Et en fait, c'est vraiment cette discipline que tu vas avoir qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup été utile, moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, de, tu vois, réussir à programmer, à me dire comment je fais, quels sont les KPI de mon business que je dois améliorer, un peu comme les coefficients, finalement, tu sais, sur le bac, quel est l'objectif final. Donc ça m'a énormément aidé, tu vois, c'est évident. Et du coup, je vois énormément de jeunes qui sont matrixés, tu sais, qui voient des gens sur YouTube qui roulent en gamos, qui font de l'argent facile, rapide. Bon, déjà, sachez un truc, c'est que l'argent facile, rapide, ça n'existe pas. Si. Non, moi, j'y crois pas. Dans le shit. Dans le shit. Ouais, tu sais, c'est ça en plus, c'est que la plupart des gamins aujourd'hui qui sont au lycée, etc., en tout cas, moi, de ma génération, bah, plutôt que faire des conneries, genre aller vendre de la drogue, ou tu vois, faire de la merde, tu vois, pour essayer de gagner de l'argent, bah, formez-vous, tu vois. La première chose sur laquelle... le premier business que tu dois... j'avais vu quelqu'un qui avait posé cette question à un mec sur Internet, j'avais trouvé la réponse ultra smart et j'aurais pas dit mieux. Il disait... Salut, j'ai 16-17 ans, je suis encore au lycée et je voudrais savoir sur quelles actions en bourse tu me conseillerais d'investir. Il dirait, bah, franchement, la meilleure action sur laquelle tu peux investir, c'est toi-même, tu vois. Moi, s'il y a bien un truc, si je pouvais retourner dans le passé et faire un truc différemment, ce serait de beaucoup plus rapidement me former, beaucoup plus rapidement devenir bilingue. Vraiment, si aujourd'hui tu nous écoutes, je sais qu'il n'y a pas un énorme pourcentage de personnes qui nous écoutent qui sont au lycée, etc. Peut-être il y a aussi beaucoup plus de darons et de daronnes qui nous écoutent, mais c'est, voilà, si vous voulez transmettre un truc à vos enfants, c'est l'anglais, tu vois. Moi, ma petite sœur, je lui dis, écoute, toutes les matières là que tu vois à l'école, super important. Tu vois, ma petite sœur est une très bonne élève, elle a 16,5 de moyenne, genre c'est la première ou deuxième de sa classe, etc. Moi, je regarde, quand elle m'envoie son bulletin, je regarde que l'anglais. Je veux que tu aies 20 sur 20 en anglais, tu vois. Pour moi, c'est littéralement ça. Moi, le truc qui m'a le plus handicapé dans ma carrière entrepreneuriale, c'est que je sois obligé de me contenter des informations que j'ai en français, alors que tout ce qui se passe sur le marché francophone, c'est que du copier-coller de ce qui se passe aux US, tu vois, littéralement. Donc, et puis, ça t'ouvre tellement d'opportunités. Toi, c'est pour ça que tu es parti aux États-Unis. C'est ça. Quand tu parles anglais, tu peux parler avec tout le monde, avec le monde entier. Tu peux aller au Portugal, tu peux aller en Chine, tu peux aller où tu veux. Tout le monde parle anglais. Tu vois, le français, c'est bien, tu vois, c'est une belle langue, on peut dire ce qu'on veut, mais en réalité, ça t'ouvre pas énormément de portes, tu vois ce que je veux dire. Même au niveau du travail, tu vois, mon frère, à un moment donné, il bossait en Angleterre. S'il parlait pas anglais, il aurait jamais eu cette opportunité-là, tu vois. Donc, ça, et puis pour finir, la vérité, franchement, bah, les plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie, ça reste quand même l'époque du lycée, tu vois. Ouais. Franchement, à l'époque du lycée, en fait, c'est encore la phase où t'as pas énormément de responsabilités, en réalité. Et t'as de la liberté, tu vois. Et t'as de la liberté. Tu peux sortir du lycée comme ça et tout. Exactement. Ouais. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes dans l'une des meilleures phases de votre vie, tu vois. L'une des meilleures phases de votre vie pour profiter, pour kiffer avec vos proches, sans avoir de responsabilité, de factures, de charges à payer, et pour apprendre. Pour apprendre. Yes. Quand vous lancez un business et que vous êtes au lycée, bah, si ça marche pas, vous n'avez pas de facture à payer à la fin du mois, tu vois. Genre moi, je regrette de ouf de pas avoir lancé 20 business quand j'étais au lycée plutôt qu'être dissipé à faire d'autres choses, tu vois. Aujourd'hui, tu sais que quand tu lances un business, bah, tu as des charges à payer, tu peux pas te mettre dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, voilà. Yes. Bah écoute, Mouad, on va passer à quelques questions pour toi. J'ai passé à la casserole, c'est ça? Ouais. Parce que je vois, t'aimes bien faire le journaliste, t'aimes bien poser énormément de questions à Abder, le pauvre, il est acculé. Aujourd'hui, c'est ton tour. Let's go, je suis prêt, je réponds à toutes les questions. Moi, un truc que j'ai remarqué sur votre podcast, et j'aimerais bien qu'on en parle, c'est en fait, quels sont un peu vos objectifs? Par exemple, toi, c'est quoi ton goal ultime dans la vie? Si tu veux en parler, bien sûr. Hein. Ah, tu veux dire sur le podcast ou dans la vie? Dans la vie. Mon objectif ultime? Ouais. Attends, on va aller crescendo. Déjà, c'est quoi ton objectif avec le podcast? Si tu peux un peu reformuler. Ouais, carrément. Bah, en gros, on l'avait déjà un peu expliqué, mais si tu veux, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ouais. En gros, avec Abder, on se voit, on parle beaucoup, on a des sujets qui sont super intéressants très souvent.
Et on a des avis qui ne sont pas forcément partagés par tout le monde, mais qui sont quand même partagés par certaines personnes. Et souvent, on dit et on pense des choses que d'autres personnes pensent, mais qu'ils n'osent pas dire. Certaines personnes, tu penses, c'est que par rapport des personnes qui ont la même religion que vous ou pas forcément? Non, pas forcément, c'est plus les valeurs, tu vois. C'est une question de valeurs. En fait, tu as des valeurs qui sont aussi bien en lien avec la religion qu'en lien avec la personne que tu es toi-même, tu vois. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, il y avait plein de règles dans la religion que je ne comprenais pas forcément. Et en ayant grandi, je me suis rendu compte que en fait, ces règles-là, elles étaient bonnes en fait, pour moi, tu vois. Et que si c'était dans la religion, même si c'était pas dans la religion, limite, je les aurais appliquées aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, par exemple, toi, t'es pas musulman, t'es chrétien. J'ai énormément d'amis qui sont pas musulmans, qui sont chrétiens, qui sont d'autres origines, enfin d'autres religions, etc. Et on partage les mêmes valeurs. Tu vois, et c'est exactement les mêmes valeurs qu'on partage. Donc c'est pas forcément que la religion, tu vois. Mais ouais, l'idée c'était vraiment, on s'est dit avec Abder, bah ouais, c'est ouf, on a énormément de discussions ensemble. Et on est sûr qu'il y a plein de personnes qui pensent comme nous. On s'est dit, bah c'est dommage en vrai d'avoir ces discussions au téléphone ou dans un restaurant et de pas les enregistrer. Ça nous coûte rien. Enfin, si, ça nous coûte de l'argent, en vérité, tu vois. Et on s'est dit, bah c'est cool d'avoir une communauté. C'est cool de partager un petit peu des trucs, des réflexions qu'on peut avoir, ou même de la valeur, tout simplement, tu vois. C'est vrai que souvent, bah, moi, les plus gros déclics que j'ai pu avoir, parfois, c'était juste en ayant une conversation, une discussion, ou en regardant une vidéo. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que plein de personnes que j'ai autour de moi, des fois, je leur dis une phrase, des fois, je leur partage une expérience que j'ai eue, et ça leur crée un déclic, et ça change complètement le reste de leur vie. Et je me dis, aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment dommage qu'avec en toute humilité, le peu d'expérience que j'ai pu avoir, je suis juste un petit mec qui fait son petit bout de chemin à Dubaï, qui essaie d'entreprendre, qui essaie de faire des trucs à droite à gauche. Et je me dis, bah, j'ai peut-être quand même compris des choses que peut-être certaines personnes n'ont pas encore compris. Et moi, j'aurais kiffé vraiment avoir ce podcast-là il y a 2-3 ans avec deux frères qui sont expatriés à Dubaï, qui te parlent un petit peu de leur business, qui te parlent un petit peu de leurs valeurs, etc. Et je me suis aussi rendu compte que bah, dans les podcasts qui sont proposés aujourd'hui, notamment par les gros acteurs, tu vois, il y a une partie qui est cool et il y a une partie dans laquelle je suis moins aligné, tu vois. Certaines choses dont ils parlent de manière ouverte, que moi j'aurais honte de parler parce que j'ai ma petite sœur qui me regarde, j'ai mes parents qui me regardent. Et le but, c'est de garder un truc éthique, un truc où on va pas forcément dire... on va dire ce qu'on pense, mais tu vois, on va pas dire de gros mots, on va pas, tu vois, dire des trucs... genre, tu peux très bien nous écouter avec tes enfants, tu vois, enfin, c'est un truc respectueux. On essaie de retranscrire des belles valeurs, de, tu vois, motiver les gens, les encourager à entreprendre, ou pas, si c'est pas ça qui les intéresse, les motiver à faire du sport, etc. Donc, pourquoi pas combiner tout ça et développer une communauté. C'est vraiment ça l'idée, tu vois. Donc, ouais, ça te fait kiffer d'avoir une petite communauté et de me dire que, bah, tu vois, là, on a cumulé... ouais, d'ailleurs, c'est quoi les chiffres? T'es content un peu? Ça fait combien de temps, là? 1 mois? Ouais, ça fait un peu plus, ça fait 2 mois. Ok. T'es content des chiffres? Bah, je vais te dire combien de vues on a fait depuis... Est-ce que tu as déjà fixé des objectifs sur le nombre de vues que tu vas atteindre ou ce genre de choses? Franchement, oui et non. Mais je vais te dire combien de vues on a fait depuis le lancement. Depuis le lancement, on a fait 140 000 vues. Oh, pas mal. Ouais, 140 000 vues. En 2 mois? Ouais, chapeau. Hein. Ouais, depuis début janvier. On s'est lancé le 4 janvier, il me semble. Donc en 2 mois, on a fait 140 000 vues. Okay. Je me dis sur 140 000 vues, donc 137 exactement, 137 000, sur 140 000 vues, si sur tout ce qu'on a pu dire, il y a des heures et des heures de contenu, hein, il y a ne serait-ce qu'une seule phrase qui a impacté ne serait-ce qu'une seule personne pour faire quelque chose de différent et faire quelque chose de mieux, bah, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi qui me motive. Et après, on voit aussi les retours et ça fait énormément plaisir, tu vois. Tu as énormément de personnes qui commentent, qui donnent de la force, qui se disent ce podcast, il est incroyable, ça m'a permis de voir les choses d'une façon différente. Quand tu commences, au début, on a fait le premier épisode sans trop savoir à quoi s'attendre, tu vois. Et on a fait plus de, quasiment 4000 vues. Ouais, j'ai vu plus 3000 et quelques. Ouais, 3500, plus de 100 commentaires où les gens sont en mode, waouh, incroyable, continuez les gars, etc. C'est devenu mon podcast préféré. Tu peux pas arrêter, tu vois. Tu te dis, ok, ça plaît aux gens. Ça fait kiffer, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc voilà un petit peu la vision sur le podcast. Et juste avant de passer sur ton goal dans la vie, ouais. Est-ce que tu te penses plus mature qu'un mec de 23 ans? Dans la moyenne, oui, bien sûr. Ouais. Dans la moyenne, la plupart des gens sont endormis. Et depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours? Depuis que je suis gamin. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu la sensation, le sentiment d'être plus mature et d'être plus en avance sur les gens. Tu vois. Tu penses à cause de quoi? Je pense que c'est une question de responsabilité que tu peux avoir rapidement tôt dans ta vie. Tu vois, moi, j'ai eu la chance dès que j'ai eu mon bac,
directement en fait partir et de prendre un appartement tout seul, devoir payer mes factures tout seul, de devoir travailler, de devoir faire mon linge, faire à manger, réfléchir à comment je vais faire telle ou telle chose. Et donc plus vite tu es confronté à des responsabilités et plus vite tu prends en maturité et tu réfléchis comme un adulte. C'est ce que je dis, tu vois. Tu peux très bien avoir 13 ans, travailler, payer tes factures, etc. Globalement, si tu vis la même vie qu'un adulte, t'es un adulte. Ouais, on en parlait en plus hier. Pour moi, l'âge, ça compte pas, tu vois. Tu peux avoir 50 ans et être un assisté, un gros gamin et tu vois, rien avoir dans le crâne. Comme tu peux avoir 13 ans et être un homme avec énormément de maturité et de responsabilité, tu vois. En vrai, l'âge, c'est vraiment... C'est juste une métrique qui détermine ça fait combien d'années que tu es sur cette terre. Mais ça détermine en rien la personne que tu es, tu vois. Et au même titre, je trouve qu'il y a des personnes qui ont 17 ans, qui ont 16 ans, qui sont beaucoup plus matures que moi, tu vois. Donc, ouais, l'âge, c'est vraiment juste un chiffre. Parce que... Ouais, tu nous parlais d'âge, de responsabilité et tout, mais je pense, j'aimerais bien en tout cas, moi ce serait mon rêve, qu'un jour, tu poses tes fesses sur cette chaise. Abder aussi pose ses fesses sur cette chaise et que vous racontiez un peu votre parcours. Parce que là, c'est beau, ça fait rêver un peu, on est à Dubaï et tout est beau, la ville est belle, taxi, building et tout. Ouais. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est le parcours par lequel on est passé, tu vois. Si un peu on dit les éléments par lesquels tu es passé, par exemple la Suisse et tout, ce qui s'était passé en Suisse, ce qui s'était passé à Clermont, et... bref, j'en passe. Mais vraiment, mon rêve, c'est qu'un jour, vous posiez vos deux fesses. Là. Ouais. On le fera à 10 000 abonnés. En vrai, c'est vrai que c'est ce dont il faut se rendre compte, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas tout beau, tout rose. Et je le dis souvent, je dis attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Attention, tu sais, souvent, les gens, ils se plaignent, ils disent que les footballeurs, ils gagnent énormément d'argent. C'est beaucoup de travail derrière. Ils gagnent plusieurs millions d'euros, mais est-ce que vous savez à quel point les footballeurs, ils s'entraînent? C'est ça. Il n'y a pas 1% de personnes qui seraient capables d'avoir la même hygiène de vie qu'eux. Il n'y a pas 1% de personnes qui seraient capables de se réveiller, faire attention à ce qu'ils mangent, s'entraîner plusieurs fois par jour, être stressé, être devant les caméras, gérer les paparazzis, etc., tu vois. Donc, ça t'énerve? Ouais, t'as raté une carrière dans le football. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Les gens, ils disent « Oh, ils gagnent 600 millions pour courir derrière un ballon. Mais tu sais combien de fois il s'entraîne, tu sais quand il se blesse, comment il réfléchit, comment il cogite, les contrats qu'il doit signer, les heures d'entraînement qu'il doit faire. Enfin, tu te rends pas compte que fais-le. Si tu penses que c'est facile, fais-le, tu vois. Et c'est la même chose, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu dis, on nous voit à Dubaï, c'est tout beau, machin, on met des stories, on kiffe nos vies et encore. Tu mets pas de story. Et encore, ouais, je mets pas de story. Tu devrais bombarder des stories, franchement, moi je t'encourage à bombarder des stories. Ouais, mais tu vois, c'est pas trop dans mes réflexes tu vois. Pareil, mais ça inspire les gens. Je pense que une fois que tu auras raconté ton parcours, moi je raconterai le mien à 100 000 abonnés. Ouais, le mec, il prend pas de risque, quoi. 100 000 abonnés, je raconte tout dans les détails. Mais ouais, franchement, ce serait mon rêve qu'un jour, ce que je te reprochais un peu, mais mec, les gens ils nous voient à Dubaï et tout, mais il faut raconter par où on est passé aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ça c'est cool. Vas-y, dis-nous du coup, c'est quoi un peu ton goal dans la vie, sans trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui te ferait kiffer, je sais pas, dans 30 piges Alors, ouais, moi, j'ai toujours du mal à me projeter dans trop longtemps. Mais le but ultime, je pense, c'est de pouvoir mettre bien sa famille, déjà dans un premier temps, tout simplement. Tu vois, pouvoir mettre à l'abri les parents, pouvoir faire en sorte que... C'est quoi pour toi, mettre à l'abri? C'est qu'ils aient plus besoin de travailler, tout simplement. C'est qu'ils aient plus du tout besoin de travailler. Et c'est de pouvoir, en fait... tu sais, dans notre culture et même dans nos valeurs, on accorde énormément d'importance aux parents. Ce qui se dégrade de plus en plus malheureusement aujourd'hui, où les gens respectent de moins en moins leurs parents et limite ils leur crachent dessus. Moi je suis ultra reconnaissant vis-à-vis de mes parents, de ce qu'ils ont pu me donner, de ce qu'ils ont pu m'apporter, de l'éducation qu'ils ont pu me donner, tu vois. Et en partie aujourd'hui la personne que je suis, je le dois à mes parents, parce que s'ils n'étaient pas là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas ces valeurs là, j'aurais peut-être pas ce respect là, je serais peut-être un énorme bâtard, tu vois. Donc j'ai ce sentiment là de reconnaissance où je suis prêt à dédier toute ma vie, en fait, tu vois. Et le premier million, il sera pour les parents, il sera pas pour moi, tu vois. Littéralement. Donc, moi, sur ma vision très court terme, sur les prochaines années, c'est de pouvoir, sans rentrer dans le détail, parce que j'aime pas du tout ça et j'aime pas parler de ce genre de choses, mais c'est de pouvoir mettre bien en gros, faire le maximum d'argent. Faire le maximum d'argent pour mettre bien mes parents. Et ensuite, c'est plutôt, j'en parlerai peut-être un autre jour, mais c'est plutôt un autre projet à échelle mondiale. On en parlait la dernière fois. Ne serait-ce qu'avoir accès à l'eau, donner accès à l'eau aux gens, plus des projets humanitaires, quoi. Voilà, des projets humanitaires, etc. En fait, l'argent, c'est un accélérateur, tu vois. Aujourd'hui, tu peux très bien, à ton niveau, à ton échelle, lancer une association. Disons que, par exemple, moi, un sujet qui me touche particulièrement, c'est les personnes qui sont orphelins, parce que moi, je pars du principe que tout le monde... En fait, en gros, tu sais, il y a une phrase qui dit
Si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute. Si tu meurs pauvre, c'est de ta faute, tu vois. Mais c'est pas forcément un goal en soi tu vois, d'être riche, tu vois. Oui. Mais ça peut être juste être heureux, aller faire le truc que tu es censé faire, en fait, dans ta vie, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais bah, tu as des gens qui ont tout le confort du monde, qui ont un appartement, une connexion à Internet, qui ont une douche, qui ont accès à de la nourriture, etc. et qui font rien. Et ça me rend dingue de me dire qu'à l'autre bout du monde, tu as des gens qui pourraient tout péter, mais ils ont pas les outils ils sont dans un pays en guerre. On peut le voir par exemple dans des pays en guerre. Le mec, il a 13 ans, il doit gérer sa petite sœur qui a 6 ans. Ses parents, ils sont morts, il sait pas où dormir. Mais ça, pour moi, c'est pas normal qu'il y ait des orphelins. Donc, bref, plein de choses. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment de pouvoir impacter le monde à mon échelle. Et c'est ce que je disais. Aujourd'hui, tu peux très bien, à ton échelle, lancer une association. Essayer d'impacter des gens, de changer leur vie, etc. Mais tu n'auras jamais autant d'impact qu'un mec qui a 10 millions à poser sur la table et qui va bombarder et tout simplement. Donc en fait, on est dans un monde dans lequel aujourd'hui, un monde capitaliste, un monde dans lequel l'argent prime sur tout. C'est le game, c'est comme ça. Si ça aurait été différemment, si ça avait été autre chose, bah on se serait adapté. Mais tu peux pas changer le système, tu vois. Tu peux pas dire non, moi je veux pas, j'aime pas le monde capitaliste, je veux que ce soit différent, donc moi je vais pas faire d'argent, je vais faire les choses autrement. Non, c'est comme ça. Si t'as pas d'argent, on te respecte pas. C'est la réalité. Aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, où t'as pas payé cher. Le mec, il va te balancer ton plateau, il va être désagréable avec toi dans la plupart des cas. Tu vas dans un restaurant où t'as payé cher. Bonjour monsieur, machin et tout. La dernière fois, j'avais renversé, j'étais dans un déplacement professionnel, je renverse un peu d'eau sur la table, le mec il vient en courant, il nettoie la table comme ça, parce que tu as payé la salade de 30 €, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je me dis, c'est incroyable. Pareil pour les hôtels, tu prends un hôtel F1, t'arrives, il y a des cheveux dans le lit, c'est dégueulasse, ça pue, tu dis mais où je suis. Tu prends un hôtel un bon hôtel 4-5 étoiles, t'arrives, on prend tes valises, bonjour monsieur, je vous accompagne dans votre suite, machin, etc. On te respecte. Donc l'argent achète le respect, l'argent achète quasiment tout, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, il faut s'adapter. Et quand tu as envie de faire de belles choses, moi je le dis souvent, c'est une phrase qui existe, qui est très connue sur Internet, c'est que l'argent est un accélérateur de qu'est-ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie de faire des choses bien, avec plus d'argent, tu feras plus de bien. C'est la vérité. Et si tu as envie de faire du mal, avec plus d'argent, tu feras plus de mal. Ouais. Si tu es un drogué et que tu es multimillionnaire, tu seras un gros drogué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà un petit peu la vision des choses, c'est de faire un maximum de thunes. Je m'en cache pas, j'ai aucun mal à dire, c'est de faire un maximum d'argent. Et après prendre du recul et me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que maintenant je construis un empire ? Je vise plusieurs milliards, ou est-ce que je me calme et je fais une vie où je me consacre à ma religion, je me consacre à faire du sport, je me consacre à développer des associations, etc., tu vois. Mais je trouve ça tellement dommage que 90% des personnes qui sont sur leur lit de mort ont des regrets et qu'elles se disent j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû lancer ce business, j'aurais dû me marier avec telle femme, j'aurais dû faire tel ou tel truc, tu vois. Une fois que tu es sur ton lit de mort, c'est trop tard, tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'est-ce que tu ferais en fait si tu étais sûr de ne pas échouer ? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, là, tu te poses, tu écris toutes les choses que tu voudrais faire si tu étais sûr de ne pas échouer. C'est ça. Moi, je m'avais déjà posé la question et c'est vrai qu'il n'y avait rien qui ressortait parce qu'en fait, à partir du moment où tu sais qu'il y a. Après, c'est un peu d'ego, tu vois. Tu te dis, s'il y a des gens qui y arrivent, pourquoi moi, j'y arriverai pas ? J'ai 2 bras, 2 jambes, je réfléchis bien. Donc ouais, pas avoir de regrets sur mon lit de mort et exploiter mon plein potentiel, tu vois. C'était David Goggins qui disait. Alors, moi, je partage pas ça parce que je suis musulman, mais je trouvais que la métaphore, le message qui était dedans était hyper puissant et hyper beau. Il disait, moi, ma plus grosse peur, c'est que j'arrive de... Donc, en gros, tu sais, lui, il était obèse, il pesait je sais pas combien de kilos, il était exterminateur de cafards, etc. Il a fini par devenir un Navy Seal, l'armée la plus puissante au monde. Il était exterminateur de cafards ? Exterminateur de cafards, exactement. Tu vois. De ouf. Il était obèse, mais vraiment obèse. De ouf. Et quand on veut, on peut. Hein. Exactement, il a fait un espèce de quelques temps. Et il disait, moi, ma plus grande peur, c'est d'arriver devant Dieu le jour du jugement et qu'il me dise, voilà, David Goggins, t'étais l'agent numéro 1 chez les Navy Seals, tu faisais tant, t'as fait tant de millions, t'as impacté tant de personnes dans le monde, il y a tant de gens qui allaient se suicider mais qui ont changé de vie grâce à toi, il y a tant d'orphelins qui ont réussi à s'en sortir, etc. Et qui disent à Dieu, je comprends pas, c'est pas moi ça. Et qui lui disent, oui, c'est ce que t'étais censé faire, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que t'étais censé faire. Et toi, t'as fait de la merde, tu vois. Et c'est ça, en fait, je trouve que c'est tellement du gâchis de pas exploiter son plein potentiel. Tu vois ce que je veux dire ? T'as des personnes qui ont des difficultés, qui n'ont pas des facilités en fait à entreprendre. Des difficultés mentales ou physiques. Exactement. Toi, tu as la chance d'avoir tes 2 bras, tes 2 jambes, tu as un cerveau qui fonctionne. Pourquoi tu te limites du minimum ? Pourquoi tu vas pas chercher le maximum ? Tu vois ce que je veux dire ? Et puis c'est ça la vie finalement, c'est de résoudre des problèmes. Tu sais que si la vie était toute plate
C'est-à-dire que si tout était beau, tout était rose et que tu n'avais aucune épreuve, tu te ferais chier, mon gars. Ouais. Tu vois la satisfaction que tu as quand tu résous un... Bah, je sais pas si ça va te parler, mais quand tu résous un problème en mathématiques, tu galères, tu fais des additions, à la fin tu trouves le résultat, tu fais « Ah, c'est ça !» Bah, c'est la même satisfaction que tu as quand tu résous un problème dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, c'est des étapes, plus tu avances et plus tu as des problèmes à régler. Et c'est là où on s'y plaît finalement, tu vois. Et moi, c'est ce que je kiffe faire. C'est entreprendre finalement, c'est se lever le matin, avoir 5 notifications qui sont 5 problèmes différents et devoir avoir fini à la fin de la journée de les résoudre, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait vivre. C'est vrai que c'est satisfaisant. Ouais, voilà. Ça répond à ta question ? Ça répond à ma question. Merci pour ta franchise. Donc, faites comme Wad, faites un maximum d'argent. Un maximum d'argent. Après, venez, on change le monde ensemble. C'est important. Ouais. Next question. Vas-y. Tu veux parler quoi? T'es chaud? Ouais, vas-y, je suis chaud. T'es chaud, là. Il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. Ok. Et toi, c'est quoi? Bah, moi, je vais te répondre. Je vais te poser la question en retour. C'est quoi, toi, du coup, ton goal sur la vie? Bah, en vrai, je peux être très, très concis sur cette réponse. T'as pas à dire comme moi. Bah si, c'est comme toi. En plus, c'est moi qui l'ai dit en premier. Tu as dit quoi en premier? J'ai dit en premier, c'était quoi mon goal? On en parlait hier. Non, mais là, on parle sur le podcast. Mon goal sur le podcast? Non, ton goal dans la vie. Ah bah, frère, c'est pareil. Faire un maximum. J'ai même pas dû te poser la question, tu sais. Mais ouais, non, même moi, pareil que toi. Hein. Faire un maximum de thunes, mettre la daronne à l'abri, et puis après, voir comment je peux changer le monde. Ok. Que ce soit avec l'accès à l'eau, l'accès aux soins... tout un tas de choses. En vrai, tu peux... Avec l'argent, en fait, tu fais... C'est malheureux, mais tu fais tellement de bien, ça passe que par l'argent, en fait. C'est vrai. Ça passe que par l'argent. C'est vrai. Il n'y a pas d'autres moyens, ou sinon très, très compliqués ou très peu impactants, quoi. Ouais, 100%. Tu veux me poser encore une question, là? Il nous reste 10 minutes. Ouais, et du coup, ok, tu me parlais de valeurs et tout, que tu parles à des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Est-ce que ces podcasts, ils sont réservés uniquement aux gens qui ont les mêmes valeurs que toi et ton frère, finalement? Non, comme je te le dis, moi, si je te le dis, on a fait 140 000 vues sur l'espace de 2 mois. Non, je veux dire les invités, je précise. Par exemple, les gens que tu invites, on a vu Quentin, par exemple. Ouais. Moi, on me voit, je suis Maxime. Ouais. De prénom bien rebeu, en plus. Ouais. Mais... est-ce que c'est uniquement réservé aux gens qui ont vos valeurs ou... Bah déjà, regarde, je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce que c'est réservé qu'aux musulmans? Tu vois. On a invité Quentin, il ne croit pas en Dieu. Il est athée. On t'invite, toi, tu es chrétien. Tu vois. Est-ce que on a les mêmes valeurs? Forcément. Sur plein d'aspects, on a les mêmes valeurs. Ouais. Tu vois. Et même si on ne les avait pas, il y a peut-être des valeurs qu'on a en commun et des valeurs qu'on n'a pas en commun. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a aucune valeur en commun, tu ne serais pas assis sur cette chaise. Ok. Tu vois. Si je te considérais comme le plus gros des enfoirés sur cette terre, je ne t'aurais pas invité sur mon podcast. Okay. Tu vois. Pour moi, il y a un minimum à avoir. Et tu n'aimerais pas avoir ça justement pour avoir vraiment des débats un peu plus clivants? Bah, en fait, pas clivant, mais tu vois ce que je veux dire, un peu plus contrasté. Ça pourrait, mais par exemple, avec Quentin, il y a eu des débats. Hein. Si vous regardez le podcast avec Quentin, il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Ouais. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de pouvoir apporter ses opinions. Toi et moi, on a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Pourtant, sur le fond, la base, le minimum, tu vois ce que je veux dire, on est d'accord. Mais sur plein de sujets, on n'est pas d'accord, tu vois. Et du coup, pour moi, en fait, si je te fais intervenir aujourd'hui, c'est parce que tu as eu une belle expérience aux États-Unis et tu as des belles valeurs aussi. Et je pense que pareil, ce que tu vas dire, potentiellement, ça va pouvoir impacter certaines personnes, que ce soit au niveau de tes valeurs, de comment est-ce que tu vois les choses, de peut-être ton expérience aux États-Unis. Peut-être que tu vas avoir un mec avec sa famille, là, tout de suite, qui nous écoute, qui est sur le point de s'installer aux États-Unis, et il va se dire, ah, il y a des armes et tout, vas-y, je vais peut-être pas y aller. Et peut-être que le mec, il serait fait buter, en fait, là-bas, tu vois. Donc, moi, à partir du moment où je pense que tu as quelque chose à apporter à la communauté, que ce soit au niveau de tes valeurs ou de ton expertise, t'es le bienvenu ici, tu vois. Okay. Mais je cherche pas, en fait, à faire venir des gens qui sont ultra connus, avec lesquels je suis pas du tout aligné, et juste pour avoir de la visibilité. Ouais, tu vois, je préfère avoir 10 000 abonnés. Petit cocon et Je préfère qu'on ait 10 000 abonnés sur cette chaîne et que sur ces 10 000 abonnés-là, on ait une communauté qui soit soudée avec des personnes qui nous ressemblent, plutôt qu'avoir 1 million d'abonnés et avoir tout et n'importe quoi, tu vois. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi la question que tu m'avais posée? C'était est-ce que tu ferais venir d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi? Et du coup, moi, je suis grave le genre de personne qui... Je pense que peu importe ta position, peu importe ce que tu penses, peu importe qui tu es, peu importe ton origine, peu importe ta religion, j'aime bien débattre et essayer. En fait, quand tu fais un débat, quand tu fais un feedback à quelqu'un, tout le monde est gagnant. Pourquoi? Parce que, disons que toi, aujourd'hui, par exemple, je pense que tu as tort. Okay. Je vais t'exprimer mon avis. Soit j'ai raison, soit j'ai tort.
Si j'ai raison et que tu t'en rends compte, ça va t'apporter à toi. Si je te fais un feedback et que c'est moi qui ai tort en te faisant ce feedback-là et que tu m'expliques par A plus B que j'ai tort, c'est moi qui en ressortirai gagnant. D'accord. Dans tous les cas, ça va nous enrichir et ça va enrichir les personnes qui nous écoutent. Donc moi, je suis grave ce genre de personne-là qui peut parler quasiment de tout, tu vois, de religion, de valeurs, de principes. Je peux avoir n'importe qui à ma table, l'accueillir avec grand plaisir, discuter avec lui. Ouvert d'esprit, quoi. Exactement, tu vois. C'est cool. Et t'envisages quoi, justement, avec la suite de ce podcast continuer parce que c'est un beau rythme, quand même, un podcast par semaine. Ouais. Franchement, bravo, moi, j'aurais abandonné. T'envisages de continuer, je sais pas, 1, 2 ans, 3 ans? Sans limite. Sans limite. Écoute, t'envisages de faire des nouveaux formats, je sais pas, là, vous faites gagner, par exemple, 100 euros aux abonnés. Est-ce que tu envisages, je sais pas, de prendre un abonné, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous? Ouais, on l'avait dit sur un podcast. À partir d'un certain nombre d'abonnés, on fera venir quelqu'un à Dubaï. On va tout lui payer, tout frais payer, aller-retour, hôtel de malade, voiture de malade. Mais mec, tu gagnes combien? Restaurant de malade. On va le prendre avec nous on va lui faire passer 48 heures avec nous dans un hôtel dans lequel on va le former à un métier dans lequel il pourra gagner de l'argent rapidement et facilement. Le but, c'est de transformer sa vie, tu vois. En fait, moi, je veux vraiment, je te jure, ça me fait grave kiffer quand j'ai des personnes qui commentent et qui m'envoient un message sur Instagram en mode « Hey, salut, c'est moi qui ai commenté ton dernier podcast. Et je lui envoie 100 balles et je vois que la personne, elle est grave contente. Ouais, d'accord. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça allait lui permettre de développer sa chaîne YouTube, développer ses business et 100 euros là, etc. Tu vois, on s'en rend pas compte, mais 100 euros, c'est énorme, tu vois. Donc, non, ça fait grave kiffer, tu vois, de donner. Et je suis grave, en fait, avec ce podcast-là, je pense que c'est le mot de la fin, tu vois. Après, on donnera le mot-clé pour les personnes qui vont gagner 100 euros, justement, tu vois. Mais le mot de la fin, c'est que la vision de ce podcast, c'est de donner sans attendre en retour. Littéralement, on n'a rien à vous vendre. Aujourd'hui, on vous a pas proposé de produit, on vous a pas proposé de faire de l'affiliation. On pourrait monétiser ce podcast, mais on le fait pas. Ça nous coûte, je vais pas vous dire combien, mais ça coûte. Je vous assure, ça coûte. Ça nous coûte énormément d'argent de développer ce podcast-là. Sur chaque épisode, que ce soit le montage, les frais du studio, parce que puis même le temps qu'on y dédie, etc., on pourrait le consacrer sur d'autres business. Mais là, on est vraiment là on veut donner, give back à la communauté. Et on sait que ça va finir par en fait, la vie, Dieu va finir par nous redonner en retour, tout simplement, tu vois. Donc voilà. Le mot-clé de la fin, qu'est-ce que c'est? T'as le droit de le choisir, sauf si c'est un truc trop bizarre. Je sais pas, on peut choisir un truc par rapport... Juste petite dernière question. Vas-y, t'es un jeune de 18 ans, tu viens d'avoir ton bac. Tu conseillerais quel pays pour apprendre de nouvelles choses? Pour apprendre l'anglais? C'est quoi la réponse? C'est pour apprendre l'anglais? Donc un pays anglophone? Ouais, un pays anglophone déjà. Ouais. Ok. Bah, si tu viens d'avoir 18 ans et que tu veux absolument partir et que tu veux absolument pas faire tes études... Va dans un pays où tu peux apprendre l'anglais, c'est l'un des premiers skills sur lesquels tu dois te développer. Parce que, on en a déjà parlé tout à l'heure, pour moi, c'est le truc le plus important dans un premier temps. Mot-clé choisi, l'anglais, c'est important. On peut choisir ça. Non, faut qu'on mette un mot-clé qui est en lien avec la vidéo. Et sûrement, on va parler des États-Unis dans la vidéo. Donc, ça peut être bien de mettre. C'est cool pour le référencement, ça? Ça booste le référencement de faire ça, ouais. USA vs France? Ouais, vas-y. C'est toi qui connais toute cette stratégie-là, donc... je connais pas grand-chose, moi. Allez, USA vs France. Mettez ça en commentaire, c'est le mot-clé. Yes, USA vs France. Et puis, la semaine prochaine, on vous offre 100 euros qui seront payés par... par Maxime. Non, je plaisante, ce sera moi qui les paierai. Je veux bien les payer si quand tu fais venir l'abonné, j'ai le droit d'être là et de tout filmer. Ça me va. Ça te va? Ouais, mais t'inquiète, c'est moi qui rince. Bon. 100 euros, donc le mot-clé USA vs France. Les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi, ça nous donne envie de continuer à faire des vidéos toutes les semaines, à rester régulier, à quand même Abder est pas là, à se débrouiller, etc. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.